Et vous tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle comme chaque semaine puisque c'est la foire aux questions volume 2. Et oui, ça fait déjà 2 ans que la chaîne existe, donc pour fêter cela comme chaque année, c'est comme si ça faisait 10 ans que j'avais ma chaîne, calme-toi hein, Clément. En tout cas, ça fait 2 ans et pour fêter ça, je vous ai proposé de me poser une multitude de questions, des questions sur Koh Lanta, sur Survivor, sur autres et aussi perso. Et vous vous êtes un petit peu lâché, bon ça fait plaisir, au moins j'ai de tout. J'ai pris mes petites notes avec moi sur mon ordinateur, avec un petit Kirby, toujours là. Chut, pas de marque, surtout. J'ai tout noté, donc je les ai devant moi, je vais les lire avec vous et je vais y répondre. Je vais essayer d'être au maximum naturel, au maximum sincère, au maximum très honnête, pas de langue de bois. On va essayer aussi d'enchaîner les questions parce que j'en ai pas mal. J'en ai vraiment beaucoup par rapport à l'année dernière. J'ai même des énigmes. Alors clairement, je vous spoil, je suis nul en énigmes. J'ai un petit peu cherché, j'ai pas tout fouillé toute la bible de Koh Lanta sur internet, mais je pense avoir trouvé quelques énigmes, mais pas toutes. En tout cas, j'ai eu des questions, surtout, il y a des fois où vous avez été un peu vilain, vous m'avez posé des questions un peu hardcore, avec des petits pics, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors je l'accepte et je vais y répondre. Donc c'est parti, en tout cas, avant de vous répondre à toutes vos questions, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, je voulais vraiment vous remercier. Voilà, ça fait 2 ans que je fais la chaîne, que j'enchaîne les vidéos, vraiment je suis au taquet, j'espère que vous l'avez vu. J'essaie de vous répondre au maximum également, j'essaie d'être près de la communauté de Clem Coco. On est quand même pas mal, on est à un peu plus de 1000 abonnés, donc c'est vraiment top, ça me fait vraiment plaisir. Jamais j'aurais cru avoir autant d'abonnés, donc vraiment merci, c'est grâce à vous tout ça. Sans vous, je n'aurais pas fait tant de choses que ça sur Koh Lanta. Je pensais pas que je parlerais de Koh Lanta tous les jours, clairement. C'est vraiment top, j'ai rencontré plein de candidats, je fais des interviews, et sans vous, je l'aurais pas fait. Donc vraiment, merci 1000 fois. Merci d'être là, et j'espère qu'on sera encore de plus en plus nombreux. En tout cas, merci 1000 fois. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, des enquêtes, tout ça, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, je vais répondre toutes vos questions, il y en avait beaucoup, donc c'est parti, on y va dès maintenant. Est-ce que Clem Coco sera sincère? Bien sûr que oui, c'est parti, je réponds à toutes vos questions. Et donc, afin de répondre à toutes vos questions, je voulais un petit peu expliquer le concept de la vidéo. Donc, je réponds à vos questions. Vous m'avez posé des questions tout au long du mois de juin et de juillet sur Koh Lanta, sur Survivor, sur ma vie personnelle, etc., sur ma chaîne également. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a 4 catégories. Il y a la chaîne, c'est la première catégorie que je vais faire. Vous m'avez posé des questions sur ma chaîne, mes envies, ce que j'allais faire plus tard ou pas. Donc, je vais y répondre. Ensuite, deuxième étape, c'est Koh Lanta, que des questions sur Koh Lanta, etc. Troisième étape, c'est Survivor, donc des questions sur l'émission en version américaine. Il y en a un peu moins que les autres catégories, mais il y en a quand même. Et la dernière catégorie, petit curieux que vous êtes, c'est perso. Perso et autres. J'ai mis perso/autres parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, même si elles sont toutes assez rigolotes vos questions. En tout cas, voilà, c'est la dernière catégorie. C'est la plus brûlante, avec des questions sur ma vie personnelle et sur mon avis vraiment sur l'émission et autres. Donc c'est pour ça qu'il y a la catégorie haute. Donc c'est parti, on y va. On commence donc par la catégorie la chaîne. Et on commence avec la première question qui dit « J'adore tes vidéos ». Très bien, ça fait plaisir. Que ce soit les tops, les tier lists, etc. En feras-tu d'autres? Style top 30 de candidats 3e de leur saison ou top 30 éliminés à l'orientation, etc. Mais écoutez, oui, je pense que je ferai d'autres tops. J'avais fait les tops gagnants, les tops finalistes. Pourquoi pas les tops, ceux qui sont tombés sur les poteaux qui n'ont pas été choisis? Ou alors top de l'orientation, top réunification, peut-être top épisode réunification, top, je sais pas, moi, ça peut être plein de tops. Donc effectivement, oui, les tops, je compte bien sûr les continuer. Il y en aura dans les prochains mois, je ne sais pas encore quand, parce que je vous avoue que je n'ai pas un planning très fermé, très bloqué de Clem Coco. Il y a des fois cette semaine, je vais faire ça, rien à faire. Je vais en faire d'autres, ne vous inquiétez pas. Ça arrive incessamment sous peu dans les semaines et les mois à venir. Deuxième question, à force de penser Koh Lanta et publier des vidéos /posts quotidiennement, est-ce que tu ne te lasses pas de cette émission? Alors, je vous avoue très honnêtement, parce que j'ai dit que je ne ferais pas de langue de bois, que je ne pensais pas que j'allais parler de cette émission autant.
dans ma vie. Alors, avant de faire Clem Coco, j'en parlais déjà beaucoup. Même les gens, je pense qu'ils étaient en mode, mais tu vas arrêter de parler de Koh-Lanta, en fait. Même mes collègues, je pense qu'ils en avaient un petit peu marre. Alors, mais bon, il y en a qui regardent avec moi. Donc, bon. Mais c'est vrai que j'en parle énormément de Koh-Lanta. Je suis très connu depuis mon jeune âge, depuis mes 13 ans, pour être le fan inconditionnel de Koh-Lanta. D'ailleurs, je dis Koh-Lanta alors que ça se dit Koh-Lanta. Donc je dis mal le nom de mon émission préférée, c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, non, j'en ai pas trop marre. Franchement, ça va. C'est vrai que je pensais pas en parler autant. Il y a des jours où oui, peut-être que je suis un petit peu fatigué, mais franchement, ça va. Franchement, j'aime bien en parler. En plus, le fait d'avoir fait cette chaîne, mais il y a certains moments de saison ou certains épisodes ou certains candidats que je vois différemment par rapport à vos avis, puisqu'on est là pour discuter ensemble de Koh-Lanta. Chacun a son avis différent. Je dis pas que je suis ultra influençable, mais il y a des fois, vous m'avez un peu ouvert les yeux sur certains moments, certains candidats, etc. Je me dis, ouais, c'est vrai quand même que, ouais, lui, il est vénère, ou elle, bon, c'est vrai qu'elle est pas si folle que ça, etc. Donc, non, ça ne me dérange pas d'en parler tous les jours et je me lasse pas. Pour l'instant, je pense pas que ce soit dès demain que je m'en lasserai, mais en tout cas, non, ça me dérange pas de parler de Koh-Lanta chaque jour que Dieu fait. Ensuite, troisième question, as-tu déjà eu le souhait de faire du contenu hors Koh-Lanta et annexe genre Survivor? Aimerais-tu en faire un jour? Écoutez, moi, j'avais même pensé peut-être à faire une autre chaîne, pas forcément sur moi, mais avec d'autres contenus, sur mes avis sur autre chose, sur des petites vidéos rigolotes ou je ne sais pas, enfin, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que je me suis lancé dans cette chaîne parce que j'aimais bien écouter des reviews de certains autres youtubeurs Koh-Lanta. Donc je me suis dit, et pourquoi pas moi? Pourquoi je ne pourrais pas faire aussi bien? Donc je me suis lancé. Mais c'est vrai que faire autre chose que Koh-Lanta, pourquoi pas? J'y réfléchis. Déjà, j'ai pas mal d'abonnés qui est le sujet de Koh-Lanta parce que c'est vrai que c'est un sujet assez restreint. C'est une niche en fait. Donc je vais pas faire une Cyprien ou une Natou au niveau abonnés, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que petit à petit, l'oiseau fait son nid et pourquoi pas? Je vous avoue que peut-être à un moment, sans abandonner la chaîne Clem Coco, faire autre chose, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est un peu fou, mais pourquoi pas, je dis pas non. Question suivante, regardes-tu d'autres créateurs de contenu sur Koh-Lanta, Anto du Rire, Maxime, La Fourmi, etc. Et si oui, qu'en penses-tu? Alors, il est vrai que je me suis lancé dans Clem Coco parce que je suis tombé sur des reviews de certains autres youtubeurs de Koh-Lanta. C'est vrai, j'étais complètement fan de Palawan. Alors, j'adorais totalement ce qu'il faisait. J'aimais bien sa voix en plus, très grave, très suave. J'aimais beaucoup. J'aimais bien l'écouter pendant ma séance de sport, pendant mon trajet, quand j'allais au travail, etc. Et d'un coup, il s'est arrêté. Donc, je suis un peu déçu. En plus, il s'est arrêté quand moi j'ai commencé. Donc, j'aurais trop aimé partager avec lui, discuter avec lui, même faire des feats avec lui sur les vidéos de Koh-Lanta. C'est un peu dommage. J'hésite même des fois à lui écrire, mais je sais pas trop comment lui écrire. Si vous avez le contact de Palawan, parce que je l'ai sur YouTube, mais sur YouTube, on peut pas s'écrire. Et je sais pas s'il est encore actif sur la chaîne. Donc, si vous l'avez sur Instagram, sur Facebook, etc., j'aimerais bien lui écrire pour qu'il intervienne sur la vidéo. Ça peut être vraiment sympa. J'adorais vraiment. Pour moi, c'était le meilleur, même si on voyait pas sa tête et que c'était vraiment du podcast. Moi, j'aimais vraiment, c'était très cool. Je suivais énormément Maxime aussi. Alors Maxime, j'aime beaucoup aussi. En plus, il a un avis très tranché. Alors moi, clairement, je n'ai pas le même avis que lui. On n'a pas les mêmes favoris. Je sais que son gros favori, c'est Phil. Moi, j'ai un peu du mal avec Phil, hein, vous le savez. Mais malgré tout, j'ai vraiment aimé. Je suis même ses reviews de Top Chef, de PK Express, je suivais tout. Là, maintenant, aujourd'hui, je regarde plus rien. Pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que j'ai plus le temps. Effectivement, ça me prend énormément de temps faire les montages de Clem Coco. Vraiment, je pense que les gens s'en rendent pas compte à quel point ça prend du temps. Et en plus, j'ai d'autres montages perso avec des potes, etc. Je vous l'ai déjà dit que je faisais des week-ends, je faisais des montages. Je fais des montages pour les anniversaires des fois. Et puis j'ai un travail, j'ai une vie sociale, je suis en couple, etc. Donc forcément, j'ai pas trop le temps de tout écouter. Je dois être très honnête avec vous. Maintenant, j'écoute plus trop. Mais c'est vrai que c'est eux qui m'ont donné un petit peu envie de me lancer dans la chaîne. J'aime beaucoup aussi Pixit. Déjà, il est super sympa. Je le connais un petit peu. On a fait des feats ensemble. On a un petit peu discuté. Très très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup ce YouTuber. Je l'écoutais déjà un petit peu avant aussi. Pour ce qui est Anto du Rire, alors je connais pas du tout. Je connais le nom, mais j'ai jamais trop regardé. Après, c'est pour faire des vidéos comiques, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais pourquoi pas, jamais regardé. La Fourmi, j'ai jamais regardé. Alors j'en ai entendu parler, mais je crois qu'elle fait plus les cartes Pokémon et compagnie. Je savais même pas qu'elle faisait Koh-Lanta. Et aussi, je regardais beaucoup Space Baby. Ça me faisait beaucoup rire. J'ai un peu lâché, je vous avoue, mais pas parce que j'aime plus, mais parce que j'ai pas le temps et j'ai pas le réflexe. Mais faudrait franchement, ça pourrait être sympa de revoir tout ça, surtout les saisons que j'ai pas vues. Mais en tout cas, j'ai beaucoup regardé, je regarde plus trop par manque de temps, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont tous très bien et j'aimerais bien faire des feats avec chacun d'entre eux, ça peut être vraiment sympa. Vraiment, en tout cas, il n'y a pas d'aminosité, il n'y a pas de rivalité, bien au contraire. Moi, plus on peut discuter de Koh-Lanta, mieux c'est le but un petit peu de ma chaîne, donc j'en ai écouté et je les apprécie.
Question suivante, vas-tu regarder et peut-être faire des reviews sur la nouvelle saison des Traîtres qui démarre en juillet? Eh bien effectivement, j'en ai déjà fait une la semaine dernière sur l'émission en général, la saison 1 et le début de la saison 2. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, j'ai fait une petite vidéo. Mais cette semaine, il n'y en aura pas parce qu'il y a la foire aux questions. Donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur les 2 soirées, celle de mercredi et celle de la semaine prochaine. Comme ça, au moins, je ferai une petite review des 2 soirées. Mais bien sûr, je regarde, comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans la vidéo, et je fais des reviews. Ensuite, on a comme question, pourquoi tu dis quasiment toujours « Oupsie, sorry » quand tu parles à quelqu'un qui préfère A à B, mais que tu préfères B à A. Par exemple, quelqu'un dit « Je préfère le feu sacré au totem maudit ». Toi, tu vas y répondre « Moi, j'ai préféré le totem maudit quand même, oupsie ». Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que je m'excuse. Alors, je m'excuse pas du tout. Effectivement, c'est un réflexe de langage. C'est comme je dis souvent, en tout cas, ou on va pas se mentir. Voilà, c'est des petits réflexes de langage que tout le monde a. Chacun a ses petits mots, ses petites phrases. Et c'est vrai que oupsie, souvent, c'était avec mes amis. Souvent, on faisait oupsie pour dire une petite révélation ou une préférence. Mais je ne m'excuse pas du tout. C'est juste que c'est un réflexe de langage. Je pense que je ne le perdrai pas. Hein, clairement, c'est comme le mot perfide. Je le dis beaucoup à tort et à travers. Mais c'est vrai que c'est un réflexe de langage tout simplement, je ne m'excuse pas du tout. De toute façon, j'ai toujours assumé mes choix, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis quelques temps. Donc non, c'est juste un réflexe de langage, ça fait un peu partie de moi, c'est une petite punchline quoi. Et je le dis pas forcément tout le temps, c'est vrai quand je le dis par exemple, tu peux dire j'adore Alexandra, et c'est vrai qu'Alexandra a beaucoup de haters, donc souvent je fais oupsie, c'est pour les haters. Mais c'est pas une excuse vraiment, c'est juste un réflexe de langage, je le faisais avec mes potes, je le fais toujours un peu avec mes potes d'ailleurs. Oupsie, justement, voilà. La situation à l'instant faisait que je pouvais l'utiliser, mais c'est plus un réflexe, c'est pas du tout une excuse auprès des gens. Bien sûr que j'assume mes préférés, j'assume aussi souvent de ne pas aimer forcément les candidats que les gens adorent. Vous le savez, Laurent, Claude, Pascal et tout ça, moi, alors qu'ils sont très appréciés. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne m'excuse pas, c'est plus un réflexe qu'autre chose. Ensuite, quelle question regrettes-tu de ne pas avoir posée à l'un des candidats que tu as interviewé? La question où au moment du montage, tu t'es dit mais je suis bête, j'aurais dû lui demander ça. Alors, j'ai pas trop de regrets au niveau des questions. C'est vrai qu'avant, j'écrivais mes questions à l'avance, j'ai structuré, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte dans les premières interviews que je ziotais plus mes questions que je n'écoutais le candidat. Donc, c'est un peu dommage parce que le but, c'est d'avoir un échange quand même. Du coup, je me suis dit, tu arrêtes avec les questions en avance. Tu arrêtes de te prendre la tête et de regarder l'écran à côté de toi. Maintenant, tu poses des questions au feeling. Tu connais sa saison. Alors, bien sûr, avant, je regarde un petit peu le parcours qu'il a eu parce que je ne me rappelle pas de tout en détail. Il y a certains candidats, des fois, je dis, ah oui, t'as fait ça. Alors, j'avais complètement oublié. J'ai pas trop de regrets. Le seul moment où j'ai vraiment eu un regret, je me suis dit, ah mince, c'était Amel de la saison 2. J'ai complètement oublié de lui demander ce qu'elle devenait aujourd'hui parce qu'elle fait plein de trucs. Elle fait des treks. Elle fait des courses contre le cancer du sein, et plein d'autres associations. Et ça aurait été cool qu'elle en parle. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps. En fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, Amel et moi, on avait un planning ultra chargé. On a fait ça entre midi et 2 à notre pause, chacun de notre travail. Je suppose pour elle, mais en tout cas pour moi, c'était ça. Et du coup, j'ai pas pris le temps de poser les bonnes questions au moment où j'aurais voulu. J'aurais bien aimé qu'elle nous raconte ce qu'elle était devenue aujourd'hui parce qu'elle a plein de trucs à raconter. Amel, elle a fait plein de choses. Donc c'est dommage. Mais bon, après, l'interview est déjà très très bien. On a eu le temps de faire ce qu'on voulait. C'est vrai que les interviews, c'est un peu chiant parce que les candidats ont une vie, ce que je comprends tout à fait, et moi aussi. Donc on doit toujours adapter nos plannings les uns aux autres, donc c'est un peu relou. Et des fois, c'est vrai que dans l'excitation du truc, dans la précipitation des fois des choses, j'oublie de poser des questions. Et en plus, je suis tellement excité de parler à un candidat de Koh-Lanta qui nous raconte sa aventure, et des fois, j'oublie des questions. Et c'est un petit peu un regret pour Amel parce que j'aurais bien aimé qu'elle nous raconte ce qu'elle était devenue. Ensuite, on a, est-ce que faire des interviews et être donc plus proche des candidats change ta vision sur eux? Entre parenthèses, genre, est-ce qu'il y en a que tu aimes moins suite à l'interview ou plus pour certains? Eh bien écoutez, oui, ça m'a rapproché des candidats. C'est vrai que le week-end des copains m'a beaucoup aidé, les interviews aident vraiment. Beaucoup de candidats savent que j'existe maintenant, donc ça fait plaisir. Mais oui, ça peut changer la vision, clairement, je ne vous dis pas le contraire. C'est vrai que certains candidats, avant, c'était un peu osef, je m'en moque. Et puis finalement, quand je les ai vus sur Instagram et dans le week-end des copains, je me suis dit, bon allez, je vais quand même leur écrire, ça peut être intéressant. Et finalement, certains candidats, je peux citer Nadine, je l'ai trouvée super sympa. En vrai, elle était adorable. Et en plus, en interview, elle m'a fait mourir de rire. Donc c'est une candidate qui a été sous-exploitée en montage. Et c'est vrai que ça peut permettre de se dire, finalement, il faut faire attention au montage. Souvent, je le dis, en plus, je me répète beaucoup. On va dire attention au montage. Hein. C'est vrai que souvent on dit j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais bon, tout n'est pas montré. Donc vraiment faire attention au montage. Et là, Nadine le prouve, elle est vraiment adorable. Et dans le montage, elle le dit dans l'interview, on a l'impression que c'est une vieille mégère qui fait que s'énerver sur les jeunes. Mais en même temps, elle avait pas tort. Il faisait pas grand chose. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut permettre d'apprécier un candidat. Par exemple, Claude, la guerre des chefs que j'ai pas du tout aimé dans sa saison. Mais quand je l'ai rencontré au week-end des copains, je me suis dit, mais en fait, c'est trop la base cette meuf, elle est trop marrante. Donc oui.
Ça peut changer vraiment la vision d'un candidat. Et c'est pour ça que je sépare souvent l'humain du candidat, parce que ce qu'on a vu à la télé n'est pas forcément la personne qu'elle est dans la vie de tous les jours. Donc clairement, ça peut changer. Alors en négatif, non. Franchement, j'ai pas un seul candidat où je me dis, mais il est insupportable en fait. Franchement, non, mais en positif, oui. Et clairement, faire attention au montage parce que peuvent être insupportables dans la saison et en fait, en vrai, ils sont adorables. Donc oui, ça a changé un petit peu pour certains, effectivement. As-tu eu des refus pour les interviews des candidats? À votre avis? Bien sûr que oui. Donc j'ai eu des refus. Par contre, j'ai eu des refus, mais très gentils. C'est-à-dire que c'est des candidats qui ont voulu passer à autre chose, qui n'ont pas envie d'en parler. Des fois, vous me citez beaucoup des candidats en mode ouais, ce serait trop la base que ce soit lui ou que ce soit elle. En fait, ils m'ont dit non. Donc, comment dire qu'ils ne viendront jamais en interview avec moi? Mais en tout cas, ils ont toujours été respectueux. Ils m'ont dit non, mais merci pour la proposition, mais je suis passé à autre chose, j'ai pas envie d'en reparler, nanana. Bon, je préfère ça, des candidats qui me disent vraiment non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, etc., que des gens qui me lâchent des vues. Et oui, il y a des candidats qui m'ont lâché des vues, ça fait pas très plaisir. Après, peut-être qu'ils ont pas trop le temps, je peux comprendre. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai eu des refus, mais toujours de façon très gentille, pas en mode je m'en bats les couilles de ton truc, vraiment très sympa. Donc c'est pas grave, moi je force pas les gens, j'ai pas envie de les harceler pour qu'ils fassent l'interview. Ils veulent pas, écoutez, tant pis. Par contre, il y en a un. J'espère que ça va changer, qu'il m'a carrément ghosté. C'est-à-dire qu'il m'avait dit oui et maintenant il ne me répond plus. Donc est-ce que ça va changer? Je l'espère. Mais en tout cas, voilà, ils ont toujours été tous respectueux. Puis j'espère avoir de nouvelles interviews. En tout cas, les refus n'ont jamais été très méchants. Ensuite, on me demande pour les interviews, comment tu fais ta sélection? Est-ce que je contacte tous les aventuriers ou juste ceux que j'aime bien? En fait, un peu de tout. Au départ, c'était vraiment ceux que j'adorais. C'est pour ça que j'ai eu Alexis direct, j'ai eu Romain, etc. Et ensuite, je me suis dit un peu tout le monde. C'est pas parce que j'aime pas forcément un candidat que l'interview ne peut pas être intéressante. J'ai contacté des candidats que j'ai mis dans mon top 50 des candidats que j'aime le moins. Donc, vous voyez, je suis assez ouvert. Est-ce qu'ils vont vouloir faire l'interview du coup? J'en suis moins sûr, je peux comprendre. Au début, c'était vraiment je contacte que ceux que j'aime. Et puis au final, voilà, j'ai quand même contacté pas mal de monde. Alors pas tous les candidats, parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'en ai contacté vraiment pas mal. C'est pour ça que les interviews s'enchaînent, parce que j'ai pas mal de réponses positives et ça fait plaisir. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui n'acceptent pas ou alors qui me lâchent des vues. Aussi parce que ça peut les griller pour un éventuel retour. Je sais pas si la production serait très content de les voir sur ma chaîne. Donc je peux comprendre cette frayeur. Mais après, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il faut l'interview avec moi qu'ils sont grillés. En tout cas, j'ai contacté énormément de monde. Pas forcément tous les candidats et pas la moitié non plus. Mais je dirais, ouais, une petite cinquantaine de candidats, voire un peu plus. Au départ, c'était vraiment mes favoris. Puis au bout je me suis dit, c'est pas parce que c'était pas le bon coup de cœur et que tu les as pas adorés que tu peux pas faire l'interview avec. Parce que ce qu'ils ont à dire, ça peut être très très intéressant et tu peux découvrir une personne super sympa. Donc voilà, j'ai contacté pas mal de gens. J'ai pas encore fait tout le monde, mais peut-être qu'un jour, j'y viendrai à écrire à tout le monde. Peut-être. Ensuite, qu'as-tu ressenti quand les candidats t'ont répondu positivement et quand tu as fait les interviews? Alors clairement, je vais être très honnête avec vous, j'étais en PLS. J'ai écrit à 5 premiers candidats. J'ai écrit à Alexis, à Romain et après à 3 candidats qui ne m'ont pas répondu. C'est ça, ouais, je crois. Ah non, je dis des bêtises, la 5e personne, c'était Fabienne. Donc, il y en a 2 qui m'ont pas répondu, qui m'ont toujours pas répondu. Je suis un peu triste, d'ailleurs. Mais en tout cas, je leur ai écrit. Et le premier à m'avoir répondu, c'est Romain en une demi-seconde. Vraiment, j'ai écrit le message et je l'ai reçu juste derrière. J'étais en mode, mais c'est une blague. Et il m'a fait un vocal en disant, mais grave, pas de soucis, on se tient au courant, machin. Donc la PLS, et une demi-heure plus tard, j'ai reçu un message de Alexis. Non mais là, clairement, j'ai vrillé, j'étais en mode Alexis. En fait, il est dans mon top 5, je l'adore. Quand j'étais ado, j'étais à fond derrière lui et tout. Et il m'a répondu en mode, pourquoi pas, ça peut être sympa et tout, machin. Putain, mais j'étais en PLS, vraiment trop la folie pour moi, ravi. Clairement, j'étais très excité. Et maintenant, les interviews, je les appréhende beaucoup moins. Mais les premières fois, j'étais en PLS, que j'étais en panique devant mon écran. Quand ils se connectaient et que je les acceptais dans la réunion, j'étais en folie. Ça se voit pas, je pense pas en mode coucou, est-ce que tu me vois bien? Mais j'étais en mode, je fais un malaise vagal parce que c'est pas, ok, Spielberg ou, je sais pas, Rihanna, on est d'accord. Mais c'est quand même des candidats que j'ai adorés pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Donc j'avoue que, oui, le petit fanboy de Clem Coco, il était pas son malin. Maintenant, ça va mieux. Je suis un peu plus à l'aise. Clairement, au début, oui, j'étais en PLS, c'était très excitant. Le stress, la panique, enfin bref, plein d'émotions en même temps dans mon petit corps. Et c'était à la fois très excitant, mais j'étais un petit peu apeuré. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Tout va bien. Ensuite, une autre question. Comment as-tu fait pour débuter sur YouTube? Alors, tout simplement, comme tout le monde, j'ai fait ma première vidéo, je l'ai postée, et puis j'ai vu que ça avait un petit peu fonctionné, donc ça m'a motivé à faire d'autres vidéos. Pour la petite anecdote, ma première vidéo, c'est le top 100 des meilleurs candidats objectifs, même s'il y a beaucoup d'erreurs. Vous m'avez
beaucoup dit dans les commentaires que je m'étais trompé sur plein de trucs. Pardon. Oupsie. Mais à la base, cette vidéo, je l'avais faite pour une amie qui s'appelle Charlotte, que j'adore. Je fais un petit bisou si elle voit la vidéo. Et en fait, elle est fan de Koh-Lanta comme moi. Alors, peut-être pas autant que moi, mais en tout cas, elle a vu toutes les saisons, sauf la 2, je crois. Mais bon, la 2, il n'y a pas grand monde qui l'a vue. Mais en tout cas, voilà, elle était à fond comme moi. Et souvent, moi, je faisais des tops 100, des tops 50 machin et tout ça, pour les soirées, pour les week-ends et tout. Là, je me suis dit, bon, ben, ça va être trop sympa, le lendemain soirée, manger un bon fast-food devant le top 100 des meilleurs candidats de Koh-Lanta. Ça peut être sympa. Donc, j'ai fait ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait. Et c'est vrai, quand elle l'a vu, elle a trouvé ça super bien. J'ai montré aussi à un de mes collègues, et c'est mon collègue Emmanuel, Manu, pour les intimes. S'il est là aussi, s'il voit la vidéo, je lui fais un gros bisou. Il m'a dit, mais franchement, passe ça sur YouTube, ça peut carrément marcher. Je pense que ça intéresse grave les gens. Et je dis en mode, ok, mais moi, j'ai peur que la prod, elle me bloque la vidéo. Finalement, la prod ne m'a pas bloqué la vidéo. Je pense que c'est parce que les extraits sont plus courts que 30 secondes et en plus sont petites. Je pense que ça aide. Au final, la vidéo, elle en est à presque 25 000 vues. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je pourrais faire des reviews moi aussi. Et donc, j'ai commencé avec cette petite vague qui avait fonctionné à faire des petites vidéos, des reviews, de mon avis sur le casting. Et je voyais que j'avais grave de vues, de plus en plus d'abonnés. Voilà comment je me suis lancé sur YouTube. Après, je ne suis pas au niveau de Natou et compagnie, mais ça fait plaisir. En tout cas, j'ai une belle communauté. Les gens sont adorables et je vous kiffe. Voilà, petit message, je vous kiffe. J'ai une autre question qui ressemble un peu à celle que j'ai eue au-dessus. Aimerais-tu faire autre chose comme chaîne YouTube? Alors, je l'ai laissé cette question parce que j'avoue que je voulais un peu parler de mon futur sur YouTube. Effectivement, j'adore Clem Coco et je veux continuer cette chaîne, mais j'aimerais vraiment faire autre chose. Une chaîne un peu plus comique, un peu plus sur moi. Alors, pas forcément parler de ma vie, mais des anecdotes sur ce que j'ai vécu, qui peut être utilisé dans des vidéos, des passions, etc. Donc franchement, ça peut être intéressant. Ouais, j'aimerais faire une autre chaîne YouTube, mais peut-être pas tout de suite. Il faut vraiment que ce soit réfléchi. Je veux pas me lancer n'importe comment. Je veux que ce soit propre, je veux que ce soit nickel. J'essaie de le faire avec Clem Coco, que ce soit propre et nickel, même si des fois, il y a de petites erreurs, mais bon. C'est comme ça. Mais en tout cas, oui, pourquoi pas. J'avoue que ça pourrait être très intéressant. Une petite chaîne à la Natou, ça me ferait beaucoup rire. Alors, je sais pas si j'aurai autant de succès qu'elle. C'est vrai que je la cite beaucoup, mais je l'aime beaucoup. C'est ma youtubeuse préférée, je pense. Même si je regarde pas toutes ses vidéos. Mais je la trouve vraiment naturelle. Elle est super sympa, elle est drôle. Et c'est vrai que faire un truc un peu comme elle, ça peut être sympa. Donc, si Natou, tu es sur cette chaîne, je ne sais pas par quel hasard, et que tu as envie que je participe à une de tes vidéos, je suis là. Ensuite, on a combien de temps par jour passes-tu à lire et à répondre à tous les commentaires? Ça doit prendre un temps monstre. Oui, ça prend du temps. Clairement, ça prend du temps, mais c'est pour ça que j'ai fait la chaîne, en fait. C'était pour discuter avec les abonnés et les fans de Koh-Lanta. Donc, je regrette pas, en fait, parce que vraiment, même si des fois, oui, je suis fatigué par le travail, je suis fatigué par les montages, je suis chez moi sur mon canapé en PLS, ben non. Je suis désolé. Les gens, ils prennent le temps d'écrire des commentaires, ils prennent le temps de regarder mes vidéos et de donner leur avis. Je trouve que c'est un minimum moins de leur répondre. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai des commentaires, c'est plus long que la Bible, mais en même temps, ça fait aussi plaisir de voir l'avis complet des fans. Moi, je suis là pour parler avec les fans de Koh-Lanta, je joue le jeu. Il y a des fois, je suis fatigué, clairement, je vais pas mentir, mais franchement, tout l'amour que vous me donnez, les retours que vous me donnez, moi, j'ai envie de les respecter. Et je trouve que c'est un minimum. Peut-être qu'un jour, je ne pourrai plus parce que j'aurai plus le temps ou parce que j'aurai trop d'abonnés, ce qui me ferait un peu plaisir, j'avoue. Mais je vais toujours essayer de répondre, d'être au taquet, même si des fois, je mets du temps. Il y a bien sûr les commentaires sur la chaîne, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des messages sur Instagram, il y a des mails, il y a des messages sur Discord. On m'envoie des fois des Koh-Lanta fictifs, ou alors un avis complet sur Doc, sur Koh-Lanta, sur Survivor, etc. Je prends le temps de tout lire et de répondre. Des fois, je mets vraiment du temps parce que je suis vraiment très chargé niveau montage et niveau planning et niveau travail, etc. Mais en tout cas, je veux absolument y répondre. Ça me prend un temps monstre, on est d'accord. Mais je veux respecter absolument mes abonnés. Je trouve que c'est un minimum. Moi, des fois, j'avais écrit à certains YouTubeurs Koh-Lanta, je ne citerai pas de nom. Soit ils ont mis 15 ans à me répondre, genre plusieurs mois, soit ils m'ont jamais répondu. Donc ça m'avait un peu vexé, je m'étais dit calme-toi, par contre tu n'es juste que YouTuber Koh-Lanta. Et donc je me suis dit moi c'est un minimum, je trouve que les gens ils prennent le temps de m'écrire, moi je leur écris aussi. Même si ça me fait un temps monstre. Et je prends beaucoup de plaisir à répondre. Ensuite, on a une autre question. Mis à part les interviews et les concepts déjà existants, comme les tier lists, reviews, top et flop, casting fictif, as-tu déjà en tête un potentiel nouveau concept ou préfères-tu déjà exploiter à fond tout cela? J'ai quelques concepts en tête, de nouveaux concepts, qui sont pas non plus révolutionnaires, calmons-nous, je vais pas non plus retourner à YouTube, mais en tout cas, j'ai de nouveaux concepts en tête. J'avoue que les top et flop, j'ai quasiment tout fait en fait. Survivor j'ai tout fait et Koh-Lanta j'ai tout fait. Il manque juste les 4 dernières saisons de Survivor. Quand Survivor saison 45 sera passé, je ferai sûrement une nouvelle vidéo comme ça. Les tier lists, il m'en manque énormément. Après j'ai pas envie de faire que des tier lists, clairement. Et les castings fictifs, moi j'aime bien.
J'avoue. Donc, les reviews, j'en fais toujours. Tant que les saisons seront diffusées, j'en ferai toujours. Mais j'ai d'autres concepts dans la tête. Je vais en fait faire les deux. Je vais faire de nouveaux concepts et également exploiter à fond ceux qui existent déjà parce que moi, j'aime bien faire les choses jusqu'au bout. Je ne veux pas non plus lâcher mes abonnés. J'avoue que si j'avais fait les 2 premiers Top et Flop Survivor ou Koh-Lanta et que j'avais pas fait la suite, ça aurait été frustrant. Moi, en tout cas, si j'avais été spectateur de la chaîne, j'aurais fait OK, donc la suite, jamais. Donc, ouais, je pense que je vais aller à fond dans les concepts qui existent déjà et puis j'en mets des nouveaux qui risquent d'arriver bientôt. Question suivante, est-ce que tu sais si certains candidats regardent ta chaîne? Oui, je sais, si certains candidats regardent ma chaîne. Certains me suivent déjà sur Instagram, donc ça fait plaisir. Certains me suivent également sur YouTube. Il y a Alexandre du Feu Sacré qui regarde sur dessus, puisque souvent il me fait un petit retour, c'est assez rigolo. Je sais qu'Elodie a également regardé mes vidéos YouTube. Et j'ai appris aussi que Gilles, alors que pourtant j'ai pas été très gentil avec lui, le pauvre, a beaucoup regardé mes vidéos aussi, regarde mes reviews. Je me doute que d'autres candidats regardent aussi. Donc, oui, je suis au courant que certains regardent, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Je me dis que j'ai pas fait ça pour rien, parce que non seulement j'ai plein d'abonnés qui me soutiennent et qui sont avec moi et je vous aime très fort, et en plus même des candidats de Koh-Lanta me suivent, donc ça fait plaisir. Donc oui, je sais que certains regardent et puis cœur sur eux, même si des fois je suis pas très gentil avec eux. Oupsie. Ensuite on a, penses-tu un jour interviewer un candidat de la saison 13, surtout que je crois que Fabienne nous avait dit que certains candidats de cette saison faisaient partie des copains. Ça serait absolument intéressant et d'un côté un peu dur à écouter, du coup si l'opportunité se présente, le ferais-tu? Alors j'y ai pensé, effectivement pendant le week-end des copains, certains candidats de la saison 13 étaient présents, dont Élise. Je lui ai pas trop parlé, mais je l'ai aperçu. Et effectivement, ce serait bien un peu d'entendre leur aventure, leur version des faits, sans non plus tracher la production et tracher l'émission, parce que c'est pas le concept. Mais ce serait pas mal. Il y a l'un d'entre vous qui avait écrit sur Instagram pour donner pas mal de candidats qui avaient fait partie de la saison 13 et qui n'avaient pas pu revenir. Ils sont blacklistés dans tous les cas, donc c'est mort. Donc pourquoi pas, je le ferai, mais pas pour faire un truc dégueulasse, un truc salace, vraiment un truc qui respecte quand même le jeu et pour savoir comment ils ont vécu la situation sans avoir de détails sordides, mais en tout cas ça peut être intéressant. Oui, je pense que je le ferai, mais sans non plus tracher quoi que ce soit. Ensuite, comptes-tu reprendre les posts Survivor tous les lundis un jour ou pas? Mais écoutez, moi j'aimais bien ces petits posts Survivor le lundi. C'est l'un d'entre vous qui me l'avait demandé de faire parce que c'est vrai que dans les commentaires de Koh-Lanta c'était un peu le bordel. Je suis d'accord, j'écoute vos propositions et vos remarques. Moi le but c'est que la chaîne soit propre et que tout le monde trouve ça lisible, donc pas de souci. Donc j'avais fait ça et effectivement au fil des semaines, il y avait de moins en moins de commentaires, moins en moins d'attractivité autour de ces posts, donc j'ai un peu arrêté. Voilà. Donc si vous avez l'envie de revoir ces posts-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en referai, comme je fais avec Fort Boyard en ce moment le dimanche. On n'hésite pas. Question suivante, est-ce que tu suis les actualités de Space Babies TV et aimerais-tu faire des débriefs de Koh-Lanta avec lui? Alors, je suis Space Baby, comme mon compte Clem Coco, bien sûr. Je suis un fan de longue date, parce que je regardais déjà à l'époque de la nouvelle édition. Je crois que c'est la première saison qu'il a fait en parodie, donc je suis dès le début. Ça me faisait beaucoup rire. C'est un mec qui a l'air super sympa. Après, je sais même pas s'il sait que j'existe. Je ne sais pas si un jour il me proposera. Moi, j'avoue que je n'ose pas trop le déranger. J'ai pas envie de m'incruster en mode coucou, je peux faire des débriefs avec vous, alors que personne me connaît. Mais si un jour il est amené à me proposer, ce sera avec grand plaisir parce que j'admire son travail. Je sais que c'est beaucoup de boulot. En plus, il a un peu souffert. La preuve, il avait enlevé certaines vidéos de sa chaîne. C'était un peu chiant pour lui. Mais en tout cas, avec grand plaisir. Il doit être très sympa. Ce serait avec un grand plaisir de faire des débriefs avec lui et ses petits camarades. Ce serait vraiment un grand plaisir. Ensuite, quels sont les logiciels et les programmes utilisés lors de l'enregistrement et le montage des vidéos? Même question concernant le graphisme et le décor. Alors, j'utilise ma vieille caméra. Je la mettrai en photo là si vous voulez à côté de moi. Oula. C'est ma vieille caméra. C'est une Sony que j'avais eue en 2000 combien, en 2011 je crois, donc elle a plus de 10 ans. C'est pour ça que j'aimerais bien changer de matériel, même si je l'aime, ma petite caméra, et que je la garderai toujours pour les week-ends, etc. Mais j'avoue que pour Clem Coco, ça commence un petit peu à être un petit peu limite, mais c'est une vieille caméra Sony que j'ai eue il y a 10 ans et que j'utilise et que j'ai bien saigné. Pour ce qui est du logiciel, j'utilise Final Cut Pro 10 que j'ai sur mon vieux Mac qui lui a 10 ans aussi. Je l'avais eu à l'époque où j'étais à l'école de cinéma sur mon ordi et écoutez, franchement, je l'aime beaucoup, il m'a jamais déçu. Adobe Premiere, j'aime bien, mais je suis moins hystérique. J'avoue que j'aime bien ce logiciel, j'ai appris à travailler dessus et je le connais par cœur. Donc vraiment, j'en suis très content. Ensuite, pour le graphisme et les décors, alors clairement, les décors, c'est chez moi avec une petite peluche ou un petit objet insolite. Et les graphismes, le logiciel fait des fonds verts, donc clairement, je peux faire des fonds verts. J'ai un fond vert en drap chez moi, c'est vrai que j'ai jamais trop utilisé pour les vidéos, faudrait peut-être que je le fasse un jour. Mais voilà, en tout cas, c'est assez simple, c'est sans prétention. Peut-être qu'un jour,
j'aurai un matériel un peu plus respectable, mais je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, clairement, pour l'instant, on reste sur ça, c'est tranquille. Peut-être qu'à Noël, un jour, j'aurai une caméra un peu plus correcte. Je l'espère en tout cas. Pour l'instant, ça fait l'affaire. Mais j'avoue que si je me professionnalise un peu plus, il faudra que je monte le level, surtout au niveau caméra. Selon toi, quelles sont les 3 principales qualités et les 3 défauts de ta chaîne YouTube? Mais vous me prenez au dépourvu. Alors certes, j'ai rangé les questions, mais par contre, j'ai pas tout eu en détail. Alors les principales qualités, on va dire que j'essaie de faire, en tout cas, je sais pas si je vais en dire 3 à chaque fois, mais moi, ma principale qualité, c'est que j'essaie de faire du beau travail, que ce soit propre, de le faire en temps et en heure, d'être assez rapide. Parce que c'est vrai que si je le fais trop tard, les gens font passer à autre chose, donc ils en ont un peu rien à faire de la review de l'épisode 6, alors qu'on est déjà à l'épisode 9, donc j'essaie d'être hyper rapide. Donc la rapidité, j'essaie d'avoir de la qualité également, de vraiment respecter les gens. Et après, en défaut, franchement, je sais pas trop. Peut-être que je fais trop de vidéos, peut-être que j'en fais beaucoup trop de contenu, je ne sais pas. Je vous invite un petit peu à mettre des défauts dans les commentaires parce que je ne suis pas objectif sur moi. Moi, j'essaie en tout cas de tout donner. Je suis à 100% dans la chaîne. Peut-être que des fois, je suis peut-être pas assez objectif ou peut-être que je vais trop vite dans mes montages, j'en sais rien, je sais pas. Dites-moi, bien sûr dans le respect et la bienveillance, ne me clashez pas gratuitement. Mais en tout cas, les défauts, peut-être que oui, j'enchaîne trop les vidéos, je ne sais pas. Peut-être que je devrais prendre une pause, j'en sais rien. Peut-être que certaines vidéos sont trop bâclées, je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire, j'essaye de tout donner. Je sais que c'est pas forcément parfait, mais en tout cas, je donne tout mon cœur et mon âme dans cette chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. Depuis maintenant 2 ans, tu enchaînes les contenus à un rythme élevé. On va en parler juste un instant. N'éprouves-tu pas de la fatigue physique ou mentale? Crains-tu de faire un burn-out à cause de la chaîne? Quels sont les risques d'arrêter des activités par lassitude ou manque d'intérêt avant que ta chaîne n'ait 3 ans? Alors c'est vrai que j'enchaîne à un rythme élevé. C'est vrai qu'il y a au moins une vidéo par semaine minimum. Il y a pas mal de posts. En plus maintenant il y a des interviews, donc ça s'enchaîne pas mal. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera les interviews. Je peux pas avoir avis des candidats chaque semaine. Au bout d'un moment, ils vont peut-être pas tous accepter. Mais en tout cas, c'est vrai que j'enchaîne pas mal. Est-ce que ça me fatigue physiquement et mentalement? Physiquement, pas du tout. Ça va. Il y a juste, oui, quand il y a des reviews, des épisodes diffusés sur TF1, c'est vrai que je me couche tard le mardi soir. Mais en soi, ça va. Je suis encore jeune. Je tiens le... Après, mentalement, c'est vrai qu'il y a des fois, en fait, c'est surtout au niveau du montage. C'est vrai qu'au niveau de réaliser des vidéos, ça ne me dérange pas du tout de parler parce que je suis une vraie pipelette. Mais par contre, des fois, le montage, en fait, le logiciel que j'aime très très fort, des fois il bug, des fois ça prend du temps, des fois l'export il met 15 ans et c'est plus ça m'énerve plus qu'autre chose. C'est pas que ça me fatigue mentalement, mais il y a des fois j'ai envie de jeter mon ordinateur par terre quand l'export est trop long et du coup je suis en mode mais par contre je vais poster à 22h la vidéo alors que je l'ai fini, il était 16h. Donc enfin bref, non, alors il y a des moments où ça me fatigue un petit peu, mais en tout cas pas assez pour faire un burn-out. Clairement, pour l'instant, les risques d'arrêter mes activités, il n'y a pas la lassitude. Ce serait peut-être parce que j'ai plus le choix, parce que mon travail me prend trop de temps, mon travail qui me fait gagner de l'argent, parce que Clan Coco ne me fait pas gagner d'argent. Mais je pense que ce serait ça. Mais franchement, ça va, je tiens le coup. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et puis, si un jour ma chaîne monte assez pour que j'ai de la fatigue physique ou mentale, je ferai une petite pause. C'est pas grave, si je me pose pendant 1 mois, j'espère que vous n'allez pas me délaisser et quitter ma chaîne. Je l'espère. Ensuite, on passe à la catégorie Koh Lanta. Donc, c'est parti. Première question, on y va direct. À quelle place mettrais-tu Tania et Frédéric dans ton top des gagnants et des finalistes? Alors, je me rappelle plus exactement de mon top, pour être très honnête. Alors, Tania, je la mettrais assez basse. Alors, même si j'ai adoré son parcours et j'ai adoré la suivre parce que je l'ai trouvé très sympathique, je la mettrais quand même assez basse dans le classement au niveau peut-être de Yesta. Putain, mais je respecte R. Parce qu'objectivement, c'est n'importe quoi en fait. Elle a été aidée un max, je vais pas le répéter 20 fois, mais voilà, elle a viré 2 fois, enfin son parcours il est chaotique, les 4S elle en a aucun, enfin quasiment aucun. Donc ouais, très très mal placé. Et pour Frédéric, je le mettrais au moins dans le top 10, vraiment. Même si je l'aime pas spécialement, je trouve qu'il a été assez bon. Il a peut-être pas les 4S, ça on peut en discuter. Mais c'est quand même un très très bon gagnant, au moins dans le top 10, peut-être 7e, 6e. Je pense qu'il serait très très bien placé dans le classement. Ensuite, nouvelle question, penses-tu qu'après le feu sacré, les prochaines saisons seront plus ouvertes à la stratégie? Alors c'est vrai que quand on voit une victoire de Frédéric qui a été assez stratège dans la saison, on peut l'espérer. Moi je n'ai pas la vérité absolue, moi je l'espère, clairement je l'espère. Après c'est vrai que les réseaux sociaux font très peur, on l'a vu dans l'interview d'Hélène qui dit clairement qu'elle ne voudrait pas refaire Koh Lanta et dans ses arguments il y a les réseaux sociaux qui peuvent détruire clairement quelqu'un. Franchement je sais pas trop. Je l'espère, écoutez, je l'espère que ce sera un peu plus stratégie. Pas de la stratégie inutile, mais de la stratégie efficace et qui peut faire vraiment vivre les saisons. Mais après, comme le public sur Twitter, ils font n'importe quoi et ils menacent de mort tout le monde pour n'importe quoi, j'ai un peu peur que non. Mais j'ai de l'espoir. On garde espoir. Ensuite, question suivante, si tu devais refaire ton top des meilleures saisons de Koh Lanta, le totem maudit et le feu sacré seraient environ vers quelle place?
pareil, je ne me rappelle plus trop de mon top des saisons. Je mettrais Totem Maudit au moins dans le top 15. Ça frôlerait le top 10, je pense, parce que j'ai vraiment aimé cette saison. Même si c'est vrai qu'elle n'était pas ultra stratégique et c'était un Pagongi un peu déguisé. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai aimé le casting. J'ai aimé le côté 3 tribus, swap, et puis après, unification, il était beaucoup. J'ai aimé aussi qu'il y ait beaucoup de candidats, même si je sais que vous n'aimez pas trop ça. Voilà, il y a eu des petits trafics, on est d'accord, mais c'était quand même une bonne saison. Les candidats étaient plutôt sympas. Moi, j'ai bien aimé. Et pour le feu sacré, je la mettrais pas très très haute. Je la mettrais même pas dans le top 20, je pense. Parce que même si le casting était cool et qu'il y a eu quelques surprises, c'était pas foufou. Il n'y a pas eu de grosses surprises, même s'il y a eu 2 gros blindside, on va dire, allez, soyons sympas. Mais c'était pas une saison qui m'a transcendé. J'étais assez mitigé dans le bilan, donc je la mettrais en dessous des 20 meilleurs quand même, faut pas déconner. Ensuite, un seul adjectif pour décrire chaque saison. Putain, vous êtes trop vénère. Il y en a beaucoup de saisons quand même, donc on va essayer de faire en live comme ça. Alors, première saison, découverte. Saison 2, introuvable. Saison 3, bordel. Saison 4, drama. Saison 5, chèvre. C'est n'importe quoi. Saison 6, Pagonging. Parce que c'est le plus gros Pagonging de la première génération, clairement. Même s'il y en a eu d'autres, mais il y a eu des petites surprises. Mais ouais, Pagonging. Saison 7, mais... oui, mais les 2 stars, je m'en fous. Jade et Grégoire, je m'en moque total. Saison 8, Bordeaux, puisque c'était Christelle qui a gagné, Evelyne Bordeaux. Alors, comme Gilles, mais Christelle, elle travaillait juste à côté de chez moi. Donc, j'étais assez content qu'elle gagne, même si c'est pas forcément une de mes gagnantes préférées. Mais je vais dire Bordeaux. All-Star 1, raclette, tout simplement parce que c'était dans l'hiver et je mangeais toujours des raclettes en le regardant. Ça n'a pas de sens. Saison 9, 4S, parce que je trouve qu'on avait plein de candidats des 4S. On avait Raphaël et Christina pour le social. On avait Freddy pour la survie. On avait du sport pour énormément de candidats et on avait la stratégie avec Isabelle et Patrick. Donc 4S, je trouve que c'était une saison qui réunissait bien tout ça. Ensuite, deuxième All-Star sportif parce qu'ils ont vraiment pris beaucoup de place et c'était le thème de la saison. Et là ensuite j'avais un petit jeu de timing, il fallait que je dise le temps exactement de la vidéo à ce moment-là, donc je vais dire 35 minutes et 32 secondes. Saison 10, banane, parce que tout simplement tout le monde retient que le drama du banane alors qu'il y a eu plein de trucs sympas dans cette saison, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était juste un petit coup de gueule. La saison 10, ce n'est pas que la scène des bananes. Saison 11, collier, puisque c'est la première saison où il y a eu des colliers. All-Star 3, irrespect. Clairement, Mode s'en est pris plein la gueule et ça m'avait beaucoup énervé cette saison. Je sais que beaucoup l'aiment et moi aussi je l'aime bien, mais trop de drama et trop de harcèlement envers Mode. On aurait vraiment des petits lycéens dans les couloirs de l'école, c'était vraiment un enfer. Saison 12, fatigue. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Ça m'avait vraiment marqué à l'époque. La nouvelle édition, catastrophe. Catastrophe, c'était une saison catastrophique. Saison 14, Survivor, parce que c'est la première saison qui ressemble vraiment à du Survivor, j'avais adoré. Saison 15, patron, ça me fait chier un peu de le dire, mais c'est vrai que Pascal était le patron de la saison. Il a vraiment dominé, ça m'agace un peu, mais c'est vrai. Saison 16, Anneau, on en a assez parlé. L'anneau, c'était un petit peu le drama de cette saison. Saison 17, mi-figue, mi-raisin. C'est pas un mot, mais c'est une expression. C'est vrai qu'on a eu la première partie pas ouf et la deuxième partie plutôt stylée. Saison 18, trafic. C'est vrai que là, la production est énormément intervenue, même si j'aime bien les 3 petits jeunes. Ça m'a un petit peu saoulé quand même que la production intervienne autant. All-Star 5, le combat des héros. Big drama avec Pascal qui a tout cassé dans la saison, que ce soit dans la saison et hors de la saison. Ensuite, saison 20, la guerre des chefs, stratégie, parce que la stratégie revenait vraiment dans tous les sens avec Cyril Maud, Cindy et compagnie. C'était vraiment une très bonne saison stratégique. L'île des héros, confinement, tout simplement parce qu'on l'a tous regardé pendant le confinement et qu'elle a été surcotée de malade à cause de ça. Et d'ailleurs, il y a eu plein de haineux sur les réseaux aussi à cause du confinement. Même si c'est pas que le confinement qui a fait ça, mais il y a eu beaucoup de haineux par rapport à d'habitude. Saison 21, les 4 terres, Wonder Woman. Ils allaient me détester, mais moi je l'adore, je suis trop content qu'elle gagne. Donc, Wonder Woman. Saison 22, les armes secrètes, déception. Parce que je sortais des 4 terres, j'avais trop aimé, de malade, etc. Et là, les armes secrètes, trop de trafic, un casting pas incroyable non plus. Donc, ouais, déception. La légende. Triche, clairement c'était la grosse triche de la mort. Ensuite le totem maudit, je vais dire surprise. C'est effectivement François, je n'aimais pas du tout au début, il est devenu un de mes candidats favoris, donc c'était la surprise de la saison. Et ensuite le feu sacré, Alexandre, parce que j'adore Alexandre et qu'il est parti trop tôt.
Voilà. Bon, c'était pas ouf, hein, cette section démo, mais c'était compliqué d'en trouver. Donc voilà. En plus, on m'a dit adjectif et moi j'ai dit mot. Donc j'ai rien respecté. Clem Coco n'a pas respecté cette question, clairement. Ensuite, ne trouves-tu pas que les réunions entre copains soient une des raisons qui fait que les All-Stars ne sont pas aussi bons que ceux de Survivor? Le fait que tous se connaissent via ces réunions gâche un peu le principe de All-Star. Cela condamne ceux qui font le choix de ne pas participer aux réunions et j'en passe. C'est pas faux. Clairement, je pense qu'ils n'ont pas besoin des réunions pour se croiser et se connaître et s'écrire. Maintenant, en plus, c'est les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Mais clairement, oui, je pense que les réunions des copains n'aident pas à ce que les All-Stars soient fous. Après, malheureusement, la production prend toujours les mêmes candidats. Donc, forcément, je trouve que par exemple, le combat des héros, même s'il y avait des alliances pré-game, on est d'accord, je pense que c'est inévitable maintenant. Même dans les autres émissions de télé-réalité, il y a des alliances pré-game maintenant dès qu'il y a un All-Star, c'est sûr. Mais je trouve que par exemple, le combat des héros prend des candidats complètement opposés. Ludovic s'est lié d'amitié avec Olivier, alors que je pense qu'ils se connaissaient pas du tout. Candice et Clémentine, on a l'impression qu'elles se connaissaient pas non plus avant l'aventure, même Candice et Clémence. Parce que quand on voit la réaction de Candice quand Clémence débarque, clairement, elles ne se connaissaient pas. Franchement, je pense que ça n'aide pas. On va pas se mentir, mais je pense pas que ce soit 100% responsable du fait que les All-Stars, il y a des pré-games comme ça. La légende, c'est des exemples types, mais là, ils ont fait exprès de prendre que des potes. Donc forcément, j'ai l'impression que c'était une réunion camping plutôt qu'un All-Star de Koh Lanta. Mais je pense que ça n'aide pas, mais je pense pas que ce soit ça qui soit responsable. Ensuite, est-ce que tu as déjà failli arrêter une saison de Koh Lanta car tu étais dégoûté d'élimination? J'ai vraiment failli arrêter la nouvelle édition. C'était très dur à regarder, casting assez catastrophique. Et en plus, tous mes faves partaient vite, les filles elles sont fait dégommer une par une. Et à la fin, c'est Laurent qui a gagné. Donc vraiment, ça a été dur de regarder cette saison. Vraiment. Dis-nous 3 candidats que tu trouves sous-estimés et 3 surestimés. Alors, sous-estimé, clairement, Alban du Panama. Il y en a plein qui disent qu'il est useless, qu'il sert à rien, mais moi, je l'adore. Je trouve qu'il était bon dans les épreuves, bon en social. Quand il est parti, tout le monde était en mode drama. Il était ouvert à la survie et ouvert à la stratégie. Je pense que c'était un très, très bon candidat. Il y a aussi Jimmy, qui est complètement sous-exploité, sous-estimé, complètement oublié. Moi, je l'adore. J'aurais vraiment aimé qu'il revienne dans un All-Star. Et je pense qu'il avait beaucoup de capacités, mais bon, on l'a pas assez vu. Il est parti au début de la réunification, c'est dommage. Et je dirais Romain de la saison 1 qui est vraiment avait un social de ouf, fort dans les épreuves, en survie ouvert, en stratégie aussi. C'est lui qui voulait virer Gilles et pas William. Donc voilà, c'est mes 3 petits chouchous que je trouve complètement oubliés, ça m'agace. Et ensuite, en surcoté, moi je trouve que Phil est complètement surcoté, vraiment. Je le trouve pas incroyable. Certes, il a fait des belles prestations et tout, mais je le trouve pas aussi ouf que ça, même pas du tout attachant. Je trouve également à contre-cœur que Hélène est un peu surcotée, même si je l'adore. Moi, je l'adore. C'est une candidate préférée dans mon top 10. Je la trouve exceptionnelle, mais c'est vrai qu'elle est quand même très, très, très surcotée. Ça me fend un peu mon cœur, quand même, de le dire. Mais c'est vrai. Je pense que si elle faisait un retour et qu'elle cartonnait son retour, ce serait ouf et elle confirmerait. Mais c'est vrai qu'elle est un peu surcotée. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vraiment, elle a été adorable et merci pour l'interview 1000 fois. Mais c'est vrai que je dois l'avouer qu'elle est un peu surcotée. Et je mettrais Tiffany, que je trouve vraiment super. Je l'adore aussi. Mais par contre, elle est ultra, méga populaire, choqué. Enfin, vraiment, quand j'ai vu que c'était elle qui a gagné sa saison dans les tournois, j'étais choqué. Mais après, Tiffany et Hélène, je les adore. Donc, c'est difficile de les mettre là, mais ça me fait mon cœur, mais il faut que je sois objectif. Elles sont clairement surcotées. Ensuite, quelle période de Koh Lanta préfères-tu? Alors, non, ma période préférée de Koh Lanta, c'est con parce qu'il y avait une pause, mais pour moi, l'âge d'or, selon Clem Coco, ce serait de la saison 9 jusqu'à la saison 15. Allez, on va jusqu'à 17, même s'il y a eu la 16. Moi, la 16, j'ai bien aimé. Donc, c'est juste qu'au milieu, il y a la nouvelle édition qui est un enfer. Mais après, là, c'était un beau âge d'or. Non, je ne mettrais même pas la saison 1, je mettrais du retour des héros jusqu'à la saison 17. Pour moi, c'est vraiment l'âge d'or. On a eu un petit pic avec la guerre des chefs et les 4 terres que j'ai beaucoup aimé, ainsi que le totem maudit d'ailleurs. Et j'ai adoré la première génération, et parce que j'ai grandi devant, forcément. Mais pour moi, je dirais du premier retour des héros jusqu'à la saison 17. Mais je peux comprendre que ça s'arrête à la saison 15. Ensuite, on a quel candidat de Koh Lanta aimerais-tu qu'il s'affronte en finale? Je ne suis pas sûr d'avoir tenté la question, mais si je pouvais avoir une finale parfaite, vu que Romuald a déjà gagné, je ne vais pas le mettre dedans, je dirais une finale Chantal-Bruno. J'aurais adoré une finale Chantal-Bruno à Johor. Ce serait Bruno qui aurait gagné, clairement. Ça aurait été génialissime, mes 2 préférés, et d'ailleurs mes 2 préférés presque all-time, parce qu'ils sont tous les 2 dans mon top 3. Donc ça aurait été une finale de l'enfer, mais que j'adore, je le valide à mort. Ensuite, question sur la saison 13. Comment imagines-tu un monde où la saison se serait déroulée normalement? Penses-tu que l'émission aurait pris une autre direction de celle que nous connaissons? Aurions-nous eu Johor, Thaïlande, etc. Alors, je ne referai pas le monde, j'en sais rien. Honnêtement, je ne vais pas mentir, j'en sais rien du tout. Mais par contre, est-ce qu'elle aurait été stratégique?
pas sûr. On sortait de la saison 12 qui n'a pas été non plus hyper stratégique. Si les candidats n'avaient pas vu cette saison, ils s'étaient arrêtés à la saison 11. Il y a eu un peu de stratégie, mais très vite fait. Il y en a eu quelques-unes. On a eu Maxime, Martin, etc. Mais c'était pas non plus incroyable. Je pense que ça n'aurait rien changé de fou. Je pense que ça n'aurait pas été les mêmes candidats. Peut-être les castings auraient été différents, j'en sais rien. Mais je pense que ça n'aurait rien changé d'incroyable et je pense pas qu'elle aurait été plus stratégique qu'une autre. Ensuite, tu préfères une saison de Koh Lanta incroyable, avec 100% de blindside, des scènes cultes entre clash mémorables, scènes de survie impressionnantes et épreuves très disputées avec un Denis excellent, mais avec un montage exécrable où certains candidats sont montrés comme des pourritures sans remords, avec les conséquences qu'on connaît, ou inversement, un Koh Lanta pépère où il ne se passe pas grand-chose, aucune scène mémorable, des candidats aux fraises, bref, une sorte de Koh Lanta pacifique empire. J'ai bien aimé Pacific. Alors, le fan hystérique dirait une saison trash de ouf avec 36 blindside, avec des montages exécrables. Sauf que c'est tellement dur pour les candidats. Après, ils signent. Ils savent qu'ils peuvent se faire détruire sur les réseaux. Ils ne peuvent pas faire les naïfs, clairement. Mais en tout cas, moi, le fan vrai de Koh Lanta voudrait que ce soit une saison épique. Mais je pense un peu aux candidats. Donc, en soi, je n'arriverai pas à choisir. Je ne vais pas faire de choix sur cette question parce que c'est trop dur. J'ai envie, moi, dans Koh Lanta, il y a des rebondissements avec des gros vilains, des gros héros, etc. Avec les vilains qui éliminent les héros. Ça, c'est génial. Par contre, c'est vrai que les candidats, ils prennent cher sa mère. C'est vraiment horrible pour eux. Je souhaite de mal à personne. Des trucs comme Régis ou Inès qu'ils ont reçus, horrible, je cite eux, mais il y en a plein d'autres, vraiment hardcore. Donc si je devais faire un choix, je dirais Pacifique et je m'ennuie. Mais franchement, moi j'adore les saisons épiques, donc ce serait dommage. Ensuite, si tu avais le pouvoir d'effacer un candidat pour qu'il n'ait jamais pu participer à l'émission, qui choisirais-tu entre Vincent de la saison 22, à Don't Want This, qui, soyons honnêtes, n'a pas apporté grand-chose à l'émission, mais que tu adores, ou un Moundir que tu détestes? Détester, c'est un peu violent, mais oui, il est dans mon top 50 que j'aime le moins, mais qui a grandement contribué à la visibilité de l'émission. Non, franchement, mon cœur dirait qu'on garde Vincent envers Moundir. Moi, Moundir, il a rien apporté à mon aventure, à mon expérience Koh Lanta, donc forcément, c'est vrai que Moundir, par contre, il a fait parler à mort, et c'est vrai que peut-être Koh Lanta ne serait pas aussi populaire sans lui, mais franchement, non, je sauverais Vincent. Alors, il y aurait d'autres Moundir, on n'a pas eu que Moundir, donc ouais, je dirais Moundir. Oupsie. Là, le psy, il était parfait pour ce moment. Autre question, team rouge, team jaune, team bleu, team verte, team violette ou team orange? Alors, mon cœur dirait bleu parce que comme je suis un garçon, j'aime le bleu. Le mec, il n'a pas de personnalité, mais c'est vrai que ma couleur préférée, c'est le bleu, alors que bon, c'est une couleur assez classique. Mais je vais dire vert parce que franchement, les équipes vertes, à chaque fois, elles sont top. L'équipe avec Bertrand Camel, Alexandra, Loïc et tout, a déchiré sa mère. Bon, il y avait des candidats que j'aimais pas forcément de ouf non plus, mais franchement, il y avait quand même une bonne équipe. Même Joaquina, Adja et Laurent, franchement, je les détestais pas, j'aimais bien. En fait, franchement, non, c'était une bonne équipe. Et l'autre équipe, c'était François, Jean-Philippe. C'est une équipe que j'aimais beaucoup avec Ambre. M. Louana qui a fini un petit peu par insoler vers la fin, mais je l'aimais bien quand même. Enfin, franchement, c'était une bonne équipe. À chaque fois, des bonnes équipes, donc team vert, même si j'adore le bleu. Ensuite, on a des petits duels. On me propose des petits duels. Tu penses que dans les duels suivants, avec les critères social, stratégie, épreuve et parcours, qui serait le gagnant? Premier duel, Marilyn, Francis. J'adore Marilyn, mais je pense que ce serait Francis, parce qu'effectivement, stratégiquement, il avait des idées. Dans les épreuves, pour son âge, il était efficace. Il avait un beau parcours, même si dans le All-Star, c'était un peu dommage pour lui, mode a fait non. Et social, il s'en est pas si mal sorti, même si c'était catastrophique avec les anciens. Franchement, avec les jeunes, c'est bien entendu. Dans All-Star, et c'est très bien entendu avec tout le monde. Ouais, je dirais Francis. Marilyn est une très très bonne candidate, moi je l'adore, mais elle est un petit peu en dessous de Francis. Alix, Lola, je dirais clairement Alix quand même, parce que stratégie, Lola est très très bonne, mais Alix s'est vraiment révélée dans la légende. En épreuve, Alix, elle mange Lola. C'est vrai que Lola a gagné beaucoup d'épreuves et sont sur des trucs, bon, pas non plus ultra physique. Socialement, Alix, c'est pas la meilleure. Lola est meilleure, je pense, mais elle est quand même pas toute pourrie. Et au niveau parcours, Alix nous a fait une légende assez incroyable, même si Lola est vraiment très bonne. Ça se joue de peu, mais je dirais quand même Alix. Ensuite, on a Brice de Koh Lanta Malaisie contre Philippe de Koh Lanta Panama. Je dirais quand même Brice, parce que Philippe, c'est un suiveur. Il n'a gagné quasiment aucune épreuve, à part peut-être l'orientation. Super. Et socialement, bon, il était dans la moyenne, c'était pas ouf. Stratégiquement, il suivait. Un parcours pas fou. Alors que Brice, même si je l'apprécie pas forcément, stratégiquement, il était en place. Socialement, il n'était pas aimé de tous, mais il avait quand même pas mal de copains. Et en plus, il avait un joli parcours. Donc, franchement, ouais, je dirais Brice, même si c'est un petit vilain, je dirais Brice. Ensuite, Charles contre Vanessa, les deux de Malaisie. Ben, je dirais Vanessa, parce que Vanessa, elle avait un sacré caractère. Elle était dans les clashs, des fois. Elle avait quand même un beau social. Tout le monde l'appréciait. Sur les épreuves, elle était pas folle, mais elle lâchait pas. Et elle avait un beau parcours. Voilà, elle a quand même été sur les poteaux. Charles, ok, il a eu des belles prestations. Je suis d'accord sur les épreuves. Socialement, c'était vraiment limite. Il était en mode, tout le monde s'en foutait un peu. C'était un peu le Joker. Voilà, on le sortait. Quand il était en binôme avec Vanessa, c'est pas Charles qui a sauvé Vanessa. C'est Vanessa qui a sauvé Charles, clairement. Et en plus, il a dû abandonner. Donc, non, ouais, clairement Vanessa. Voilà.
mes petits duels. Ensuite, question suivante. Est-ce qu'il y a une ou des saisons pour lesquelles tu n'aimais pas vraiment au début et plus tard, grosse surprise, tu as beaucoup aimé cette saison? Et inversement, une ou plusieurs saisons qui t'ont fait bonne impression au début et qu'au final, tu en gardes plus de déception qu'autre chose. Idem, même question pour les aventuriers. Oula, ça fait beaucoup de questions. Alors, des saisons que j'ai pas aimé au début, que j'ai adoré vers la fin, c'était la saison de Cambodge, la saison 17. J'ai détesté au début, il y avait que des trolls, enfin que des candidats complètement perdus. Et après, c'était très intéressant, au moins l'élimination de Sandro, c'était vraiment très très intéressant. Et après, inversement, c'était le feu sacré. J'ai adoré au début, tout le casting était fou. Et après, mes favoris sont partis un à un. Et ensuite, c'est un petit peu ennuyé. Donc, je dirais down and up Cambodge et up and down, je dirais clairement le feu sacré. Pour les candidats, écoutez, franchement, je sais pas trop parce que c'est vrai qu'il y a des candidats qui sont révélés. Et souvent, quand j'aime un candidat, je l'aime jusqu'au bout. Récemment, je dirais Clémence dans le feu sacré que j'aimais pas du tout au début et que finalement, à la fin, j'étais assez fan. Et quand il est parti, j'étais triste. Et après, inversement... Franchement, Kumba, mais Kumba sur son aventure totale de Koh Lanta. J'ai adoré dans ces 3 premières saisons et puis après, la légende, malheureusement, ça a été un peu un fail, mais c'est une candidat que j'aime toujours, mais qui m'a un peu déçu. Ensuite, crois-tu en ma théorie que Marie de l'île des héros soit en réalité un membre de la production qu'ils ont foutu ici juste pour patienter qu'un des 5 héros soit viré via l'épreuve des roues et pour pouvoir le faire revenir, ou tu trouves que c'est totalement insensé? Alors moi, déjà, cette théorie, je l'adore. Je trouve que c'est très rigolo et franchement, ça me choquerait pas. Franchement, ça me choquerait pas que ce soit vrai, que cette pauvre Marie soit quelqu'un de la technique et qu'ils aient foutu là pour faire revenir Jessica. Honnêtement, j'ai envie de la croire. En fait, j'ai envie de la croire, j'ai envie que ce soit vrai cette histoire. Parce que comment Marie peut être en mode coucou, au revoir. Enfin, franchement, je la crois parce que j'ai envie de la croire. Mais est-ce que c'est vrai à 100%? J'en sais rien, mais ça fait beaucoup. Ensuite, toujours dans Koh Lanta, en 2009, un candidat de la version bulgare de Koh Lanta décède lors d'une épreuve au 14e jour d'aventure. La saison s'est poursuivie comme si de rien n'était. Es-tu choqué d'apprendre cette nouvelle? Trouves-tu ça irrespectueux envers le défunt? Est-ce que l'affaire Gérald Babin a pris des proportions exagérées en France? Selon toi, quelle décision doit prendre la production lorsque de tels drames surviennent? Alors, j'étais au courant qu'il y avait eu un décès dans une version. Alors, je savais pas que c'était bulgare, mais bon, ok. Moi, j'aurais arrêté, clairement. Gérald Babin, ça n'a pas pris trop de grosses proportions pour moi. Ils ont bien fait d'arrêter la saison. C'est malheureux pour toute l'équipe technique et les autres candidats, mais c'est surtout très malheureux, pauvre Gérald Babin et ce pauvre candidat bulgare qui est mort, ainsi que toute leur famille. On peut pas s'amuser avec la vie. Au bout d'un moment, il y a un candidat qui est mort. Pourquoi continuer? Enfin, moi, je me vois pas en tant que candidat, en tout cas. Ah, Véronique, elle est morte? Bon, c'est pas grave, ça fait un candidat de moi. Non. En fait, non. Non, on arrête tout. Bien sûr que ça ne m'amuse pas en tant que fan, comme la saison où il y a eu l'agression sexuelle. Franchement, ça ne m'amuse pas du tout. Mais on n'a pas le choix. Enfin, normalement, il faut respecter les gens. On est sur quelle planète? On est des êtres humains. Enfin, il y a le jeu et il y a la vie, en fait. Donc, au bout d'un moment, non. Je suis assez choqué, oui, que la Bulgarie ait continué la saison. Je ne l'apprends pas, j'étais déjà au courant. Et je trouve ça un peu irrespectueux, pour le défunt et pour sa famille, ses proches. Franchement, la production a bien fait d'arrêter la saison 13. Malheureusement, pour tout le monde et surtout pour Gérald Babin et sa famille et ses proches. Ils ont bien fait. Moi, j'aurais fait pareil. Même en tant que candidat, j'aurais pas accepté qu'on continue, clairement. Ensuite, penses-tu que des candidats comme Théoura ou Olga, dont le français n'est pas la langue maternelle, sont désavantagés socialement sur un jeu comme Koh Lanta? Alors clairement, on pourrait le croire, parce que c'est vrai que Théoura n'a pas un social incroyable, mais je trouve qu'Olga s'en est sacrément bien sortie. Elle a eu vraiment beaucoup d'amis. Tout le monde l'appréciait, la Olga, vraiment. Il y a pas grand monde qui l'a détesté, même avec Yannick, qui sont très proches à la fin de l'aventure. Il la soutient pendant qu'il est dans le jury final et tout. Donc, je ne pense pas. C'est vrai que quand on voit Théoura, il n'a pas un social de ouf, même si ça va mieux avec les années. Franchement, non. Moi, ça me choque pas. C'est pas simple, mais honnêtement, c'est pas infaisable et Olga l'a prouvé. Donc, non, je pense pas qu'il soit désavantagé. Penses-tu que Koh Lanta évacue trop rapidement certains candidats comparé à Survivor, ou bien est-ce l'émission américaine qui prend trop de risques avec la santé des candidats? Alors, je vous avoue que dans Survivor, oui, ils prennent un peu trop de risques. Je me souviens de certains moments où j'étais en mode, mais par contre, il va mourir. Il faut faire quelque chose. Ou alors, quand on les laisse à côté des lions et des crocodiles, stop, clairement. Mais c'est vrai que nous, on évacue assez rapidement, mais je pense que c'est mieux. Même si ça fait chier que les candidats partent sur abandon médical. Et en plus, avec l'histoire de Gérald Babin, justement, je pense que la production est vachement plus au taquet. Et je les comprends. Donc, non, je trouve pas qu'ils évacuent trop rapidement. Si le candidat doit partir et que le médecin confirme, c'est qu'ils font bien. Des fois, Survivor, surtout dans les premières saisons, je suis en mode, par contre... elle est en train de mourir, faut faire quelque chose. Ensuite, les gens sont toujours surexcités à l'annonce d'un All-Star et à la fin, les gens sont toujours déçus car soit le pré-game ruine une partie de l'aventure, soit la saison est mauvaise.
ou encore ça se termine par des dramas. N'y a-t-il pas trop de All-Stars organisés? Que faire pour diminuer les pré-games et rendre ces saisons spéciales meilleures? Est-ce nécessaire d'organiser des All-Stars? Ne faudrait-il pas les supprimer? Alors non, moi j'adore les All-Stars, donc non, mais c'est vrai que les derniers étaient pas foufou à cause des pré-games, clairement, ou du drama de Pascal, mais sans le drama de Pascal, combat des héros, c'est pas dégueulasse, hein. Moi j'avais bien aimé, c'était un peu un seconde chance si on enlève Clément, c'est que des candidats qui étaient jamais revenus, donc moi je pense qu'au niveau casting, il devrait prendre des candidats un peu plus perdus. Il y a des fois les gens qui disent ouais mais ça va pas marcher, les saisons anonymes ça marche, donc un All-Star avec des candidats qui sont pas forcément ultra famous, tant mieux, parce qu'on en peut plus déjà de voir des Théoura, des Laurent, des Claude, des Clémence, des Kumba et compagnie. Là je trouve ça super cool. S'ils font un seconde chance avec le public qui vote, ça peut être vraiment sympa et le public va pas forcément voter pour tous les copains. Et s'ils font un Koh-Lanta sans que le public vote, on ne prend pas les copains, c'est tout. Si par exemple on fait un All-Star où on prend Marine et Aurélie, ben non, on fait pas un All-Star où on prend Candice et Clémentine. Enfin, il y a des évidences, ça me semble logique. Après, bien sûr qu'avec les week-ends des copains, les réseaux sociaux, ils se connaissent tous un peu. Mais je trouve qu'on pourrait limiter ça. Donc moi, je ne suis pas contre l'arrêt des All-Stars. Par contre, un peu plus fliqué au niveau du pré-game et au niveau des candidats qui font des drames, et ça, ils peuvent pas gérer. Donc je trouve que le All-Star doit être plus surveillé et un peu plus strict au niveau du casting. En tout cas, casser un maximum les liens entre les candidats. Mais je dis pas que c'est facile. Ça doit être très compliqué d'éviter toutes les relations entre les candidats, clairement. Ensuite, on a, est-ce que c'est une erreur de diffuser le mardi? Alors moi, ça m'arrange, clairement, pour mes reviews, parce que le week-end, j'aurais pas le temps de le faire. C'est vrai que c'était cool le vendredi, une bonne raclette pour l'hiver ou un bon apéro pizza l'été. Ça rassemblait les gens et je pense que les audiences ont baissé à cause de ça. Mais moi, personnellement, ça m'arrange le mardi. Vraiment, ça m'arrange. Donc, je trouve que pour les audiences, c'est mieux le vendredi, mais pour Clem Coco, c'est bien le mardi. Voilà. Ensuite, que doit faire un candidat d'une future saison de Koh-Lanta pour être considéré comme le meilleur gagnant de l'émission? Comment imaginerais-tu son parcours? Quelles seraient ses qualités? Serait-il soutenu à sa juste valeur par le public français? Alors, clairement, je pense qu'un underdog, pour moi, c'est un très bon gagnant. Un gagnant qui, franchement, au début, on se dit, bon, ben lui, il va faire 2 jours et en fait, il fait un parcours assez incroyable à Alexandra. Je dis pas qu'Alexandra est une très très bonne gagnante, mais pour moi, déjà, un parcours à la underdog, ça fait pour moi un très bon gagnant. Ensuite, il faut qu'il ait les 4S, absolument. Pour moi, un bon gagnant, il est fort partout. Il est fort en social, il est fort en stratégie. Ça veut dire qu'il mène son aventure, c'est lui qui sait qui va sortir, etc. Par exemple, Lola, en stratégie, aurait pu faire une bonne gagnante parce qu'elle m'avait dit IRL qu'elle savait à chaque conseil qui c'est qui partait. Et en plus, elle était prête à voter contre Fabrice s'il n'avait pas été éliminé à l'épreuve éliminatoire. Ils ont éliminé Ava, mais sinon, ils auraient éliminé Fabrice. Dans tous les cas, les deux sortaient, que ce soit épreuve ou conseil. Donc pour moi, stratégiquement, Lola, c'est une bonne gagnante. Après, socialement, c'était plus compliqué. Et sur les épreuves, bon, bah voilà, même si elle en a gagné beaucoup, c'est pas non plus la queen des épreuves. Mais en tout cas, je trouve que stratégiquement, il doit savoir où il va dans le jeu. Il doit savoir à peu près, on va dire 90% du temps qu'il sort au conseil. Un survie, il doit être ouvert. Ça doit pas être une machine non plus, mais il doit être ouvert, faire des choses, ne pas rien foutre sur le camp. Et également sur les épreuves, être assez bon, pas forcément le meilleur, mais en tout cas être toujours dans le top 3, être efficace dans tous les domaines. Pour moi, ça ferait un bon gagnant. Le parcours, j'imagine vraiment en mode, bon, un peu sur le côté, discret. On ne met pas 3 centimes sur lui, puis au final, il se révèle. Socialement, il est fou. Stratégiquement, il commence à prendre des choses en main. Il se réveille un peu comme une Cindy, par exemple, qui était au début discrète et qui finalement a retourné les conseils. Et survie volontaire et dans les épreuves, un peu en mode machine. Pour moi, ce serait ça le parcours. Et ses qualités, c'est qu'il serait humble. Par contre, ce serait un François que j'ai trouvé très humble, même s'il est très critiqué. Pour moi, c'est un très bon gagnant, François, parce qu'au début, il faisait le padré, mais en mode discret. Et puis après, il a pris les choses en main. Et c'est vrai qu'il a pas mal géré son aventure. Et je pense qu'il serait soutenu par le public français s'il n'élimine pas les petits chouchous du public. Voilà. Donc non, je pense que s'il est amené à virer des candidats que le public aime, non, il sera détesté. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un peu ça pour moi le gagnant parfait, même si c'était un petit peu des banalités, pour moi, ça me semble logique. Ensuite, crains-tu qu'un candidat de Koh-Lanta puisse mettre fin à ses jours à cause d'insultes reçues sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle? Clairement oui. Clairement oui, faut faire attention. Je pense qu'au niveau du casting, il y a des tests psychologiques. J'espère que la faute fait très attention à ça. Parce que vraiment, il y en a qui peuvent se foutre en l'air. C'est déjà arrivé dans certains pays, c'est déjà arrivé chez nous. Il y a François-Xavier Ticrestori qui s'est jeté sous une voiture, tout simplement parce que plus personne ne voulait de lui après l'arrêt de l'émission Carré VIP. Il n'était plus bankable du tout. Il faisait partie d'une émission qui avait été annulée faute d'audience. Je vois que les anges ne voulaient même pas de lui non plus, donc ça l'a vraiment flingué parce qu'il cherchait à tout prix à être célèbre, à être aimé. Il avait vraiment de gros problèmes dans sa vie passée, donc je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes dans sa tête et qui n'avaient pas été réglés. Les psychologues ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il y a eu des psychologues? Je n'en sais rien. Et du coup, ça peut détruire des gens. Donc effectivement, je pense que les insultes sur les réseaux, ça peut foutre en l'air des gens. Je sais pas comment Régis et Inès ont fait pour tenir. J'avais même entendu dire que Régis voulait peut-être revenir. Il a du courage, je me calme. Moi, je pense qu'une des raisons pourquoi je ne me lance pas dans l'aventure Koh-Lanta, c'est parce que déjà, je suis une grosse baleine et je creverai en 2 secondes, mais aussi parce que j'aurais peur des réseaux sociaux.
Il a des chances. Ensuite, on a le programme Koh Lanta a connu d'énormes polémiques, décès d'un candidat, agression sexuelle, triche, etc., qui aurait pu marquer la fin du programme. Depuis des années, les audiences baissent dangereusement, pourtant Koh Lanta est toujours là. Quel événement pourrait mettre un terme immédiat et définitif à la saison? Alors moi, je pense clairement que si Denis Brognard s'en va, les audiences vont baisser. C'est que mon avis, mais je pense. Il faudrait vraiment un présentateur qui a de grandes épaules pour le remplacer. Après, je pense que les audiences baissent, déjà parce que c'est diffusé le mardi, ça aide pas. Et en soi, toutes les audiences de toutes les émissions ont baissé. Quand on regarde les audiences des autres émissions, elles explosent pas Koh Lanta, que ce soit Masked Singer, que ce soit Top Chef, PK Express, The Voice. Certaines sont même très en dessous au niveau audience que Top Chef et PK Express. Par exemple, PK Express, ça fait même pas 2 millions. Après, la production compte aussi sur les replays. Et c'est vrai que Koh Lanta a énormément de vues en replay. Je crois qu'il y a 2 millions de vues. Donc, ce qui fait presque 5,5 en audience. Et je pense qu'il s'adapte même des grosses séries qui cartonnaient avant, même si je suis pas fan, mais Joséphine Ange Gardien, les audiences sont pas ouf. Elles sont les mêmes que Koh Lanta. Il y a que les nouvelles séries comme HPI qui explosent tout, ou Captain Marlowe. C'est vrai que ça, c'est des exceptions. Mais honnêtement, je suis pas très inquiet pour la fin de Koh Lanta. Et un événement qui pourrait mettre un terme, c'est un nouveau gros drama, ce que je n'espère pas, je touche du bois. Et peut-être le départ de Denis, parce que malgré tout, les gens adorent Denis. Faut pas l'enlever ça. Ensuite, une autre question. Depuis quelques années, les castings de Koh Lanta sont fortement critiqués. Les portraits des candidats sont souvent jugés trop sportifs ou trop stratèges et il y aurait moins de monsieur et madame tout le monde. Ces critiques sont-elles fondées et justifiées? Ne tombons-nous pas justement dans le piège de la production qui glorifie ou overhype grossièrement certains candidats? Alors clairement oui, on ne reconnaît plus trop Koh Lanta des premières années. Moi je suis pour des candidats monsieur et madame tout le monde. Après je suis souvent en train de dire un candidat OSEF, pas de charisme et tout. Je suis le premier à le dire, je suis d'accord avec vous. Mais on peut être un monsieur et madame tout le monde et avoir du charisme. Moi franchement je connais plein de gens dans mon entourage qui ont un charisme de ouf, qui sont trop drôles, qui pourraient franchement faire de belles choses dans Koh Lanta honnêtement. Bon ils le feront jamais parce que ça les intéresse pas. C'est pas des monstres en épreuve, ils vont pas à la salle tous les jours, c'est pas des machines etc. à la François ou à la Elena. Et ce n'est pas non plus des gros stratèges à la Patrick. Et pourtant je pense qu'il pourrait être intéressant, je pense qu'il pourrait se révéler dans la saison. Cindy à la base elle a débarqué, je pense pas qu'elle s'est dit bon moi je vais être la reine de stratégie. Frédéric de cette saison qui a gagné là le feu sacré, il a pas dit je vais tout dégommer, je vais être stratège direct, il le dit il l'a dit sur le plateau, moi je suis pas venu pour tout casser en stratégie et finalement il s'est révélé. Donc moi pour moi on devrait prendre de nouveaux monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui, la dame qui passe dans la rue qui s'appelle Valérie qui a 42 ans, elle peut très bien faire Koh Lanta et se révéler dans l'aventure, être fort dans les épreuves par exemple ou alors être incroyable en stratégie. Donc pour moi on devrait arrêter de prendre des machines, que des sportifs. Là on regarde tous les portraits maintenant, même ceux où on peut croire qu'ils sont pas trop liés au sport, en fait ils sont profs de Zumba. Donc t'es en mode ah oui en fait le sport c'est ta vie aussi. Donc clairement oui, moins de sportifs, un peu plus de stratèges mais pas forcément des stratèges pour être stratège. Donc ouais, je pense qu'il devrait prendre un peu plus de monsieur et madame tout le monde. Par exemple Alexandre, c'est pas pour le défendre à mort, mais Alexandre du feu sacré était très stratège, il avait envie de faire des moves, mais c'est quand même un monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est un père de famille, tranquille, franchement il a pas le corps de François, mais il est quand même bon dans les épreuves. Il faudrait prendre plus de candidats, on va dire entre guillemets lambda, c'est pas péjoratif ce que je dis, pour avoir une saison un peu plus nature. Il y aurait peut-être moins de surprises et moins de insane dans les épreuves, mais je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite, on a quel est l'aventurier qui t'a le plus marqué en épreuve? Je vais dire Théoura. Théoura, c'était quand même le master des épreuves, même si maintenant il s'est fait doubler par Claude au niveau des victoires. Théoura, ça a toujours été un king, il a toujours été très bon, donc je dirais Théoura. Et j'avoue que sa première saison, je l'ai tellement soutenu, je voulais qu'il gagne toutes les épreuves, j'étais tellement impliqué que ouais, je dirais Théoura. Celui qui t'a le plus marqué en stratégie. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais je dirais Cindy parce que je n'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu le premier épisode, je suis en mode bon elle est cute, elle est rigolote, elle me fait rire et tout machin, mais bon on s'en fout. Et en fait elle a retourné pas mal de conseils, elle a très bien joué, on te son collier à brise et tout machin. Donc vraiment une très bonne candidate, elle m'avait beaucoup surpris. C'est plus sa surprise qu'en mode elle est insane. Celui qui t'a le plus marqué en survie, bah ça serait encore Théoura. Mais il y a aussi Sam qui a fait le feu en 3 secondes et Marc aussi qui a fait le feu en 3 secondes. Un peu ce petit monde-là. J'avais beaucoup aimé aussi le trio Marc, Bruno, Chantal qui était plutôt bon en survie. Mais oui, Théoura en survie, il était assez incroyable. Celle ou celui qui t'a le plus marqué par son social. Alors à l'époque, je trouvais qu'Amel avait un social de fou. Moi, j'avais beaucoup aimé son social, mais celui qui avait un super social et qui aurait pu aller très loin, c'est Bertrand Camel. Et pourtant, je l'adore pas du tout, même si paix à son âme, c'est dramatique. Il aurait fait un retour incroyable. Je pense qu'il aurait été appelé pour un All-Star parce qu'il aurait eu la même popularité, même s'il n'était encore avec nous aujourd'hui. Mais socialement, c'était meilleur.
c'était meilleur. Il aurait tout fracassé, même Loïc qui avait un très bon social. Il était plus en retrait. Bertrand Camel, il aurait remporté en 3 secondes devant n'importe qui. Donc très très bon social. Même si Laurent Mestre a un très bon social aussi, ça m'agace. Mais Bertrand Camel, pour moi, le meilleur social. Quelle est la personne qui t'a trouvé le plus drôle de Koh-Lanta? Alors ça va pas plaire à certains, mais moi j'ai adoré Hakim. Il m'a fait beaucoup rire avec les faux prénoms, même si c'est certainement pour faire le buzz, mais ça avait fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé Hakim. Et après, il y en a pas d'autres qui m'ont fait mourir de rire. C'est vrai que moi, les candidats trolls, un peu comme Hakim, c'est soit j'adore, soit je déteste. Donc, non, ouais, je dirais Hakim. J'avoue qu'il m'avait fait beaucoup rire à l'époque. C'est pour ça que je l'aimais, parce qu'effectivement, il n'avait pas grand-chose à part trahir ses camarades. Il n'a pas fait grand-chose. Quelle est l'épreuve de Koh-Lanta qui t'a le plus marqué? Alors, moi, c'est l'équilibre sur l'eau. C'est un truc que j'adorais faire, parce que je suis assez bon en équilibre. Hein. C'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça, mais je suis assez bon en équilibre. Donc, ouais, je dirais l'équilibre sur l'eau. Elle a été dès la première saison. C'est Roma qui l'avait emporté. En plus, ma femme, ouais, c'est une épreuve qui m'a marqué et que j'aimerais beaucoup faire. Quel est le conseil de Koh-Lanta qui t'a le plus marqué? Alors, moi, vraiment, c'était les doubles conseils de Jeff. Trop la base, déjà, Johor, c'était une saison de ouf. Première élimination de Jeff, c'était déjà de la base. C'était vraiment de l'or en barre. Mais alors, par contre, le deuxième, avec Chantal et Bruno qui retournent leur veste, trop la base. En plus, avec Bruno qui prend son bulletin, il fait « Et ce soir, l'aventure va basculer ». J'adore. Ouais, vraiment préféré conseil all time. Ensuite, quel est le moment de Koh-Lanta qui t'a le plus marqué? Alors, j'en ai parlé dans la vidéo où j'ai discuté avec Kamiga. Et clairement, ce sera la victoire de Romuald. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment la base. J'étais tellement à fond. J'espérais tellement qu'il gagne alors que j'y croyais pas du tout. Et il a gagné. C'était vraiment mon premier favori total où j'ai vraiment pas lâché. C'était vraiment la première fois qu'un de mes favoris l'emportait. Donc, j'étais tout content. Ça me réconfortait des défaites de Alexis, par exemple, ou même de Roma, ou même de Maud. Donc franchement, oui, c'était un très très beau moment. Je me suis levé sur mon canapé comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Vraiment, j'étais en mode ouais. Je n'y croyais plus. Donc vraiment, j'étais très très content. Et la finale avec Chantal qui remporte tout, c'est plutôt stylé aussi. Ensuite, on change de catégorie, on passe à Survivor. Il y a quelques questions. Et la première question, c'est quels sont tes candidats préférés de Survivor? Alors, je vais pas tout vous révéler parce que j'aimerais bien faire une vidéo où je vous révèle tous mes candidats préférés avec un petit classement. Mais moi, j'adore Sandra. J'aime beaucoup Todd. J'aime beaucoup Yul. J'aime beaucoup Mike de la saison 30. J'aime beaucoup Dominique. Enfin, il y en a plein que j'aime beaucoup. Je dirais, ouais, mon trio gagnant, ce serait Todd, Sandra et Yul. Ensuite, comment prononçais-tu Phoebe avant que j'écrive son nom, avant que tu les découvres dans la saison? Moi, j'ai toujours dit Phoebe, tout simplement parce que j'étais fan de Friends, et dans Friends, il y a Phoebe Buffay. Et donc, j'ai toujours dit Phoebe, voilà, tout simplement, comme ça. Et en plus, ça s'écrit exactement pareil. La prochaine question est un peu bizarre. Et la question est, j'entends souvent pour baiser, j'ai pas besoin de payer. Très bien. Entre parenthèses, c'était une ref, est-ce que tu l'as? Je n'ai pas la ref, oupsie. Bref, ouvrez les guillemets. Ouais, dans Survivor, il y a une saison où ils ont fait le cast par ethnie. Dans Koh-Lanta, ça passera jamais. Alors sache qu'il y a aussi la saison 14 qui a été faite par ethnie dans Survivor. Ah d'accord. Mais ça, la prod ne l'a jamais dit ouvertement. Et bah bizarrement, le public n'en parle quasiment pas. Ok. Donc si Koh-Lanta faisait une saison en prenant 5 noirs, 5 blancs, 5 marocains et 5 asiatiques, déjà, est-ce que ça dérangerait réellement? Pourquoi? Et surtout, si la production ne le dit pas, est-ce que les gens le remarqueraient vraiment? Car dans la saison 14 de Survivor, c'est passé incognito. Alors il me semble que dans la saison 14 de Survivor, ils ont quand même mélangé. Hein. C'était pas que des noirs contre des asiatiques, contre des latinos, contre des blancs. Il me semble qu'ils étaient mélangés quand même un petit peu. Peut-être que je me trompe, mais je crois. Hein, c'était pas mixé. Je me rappelle celui à lunettes qui se faisait bisuter par Rocky Balboa. Et Rocky Balboa n'est pas noir. Bon, enfin bref, je pense que si au casting, ils prennent 5 noirs, 5 blancs, 5 rebeux et 5 asiates, ça ne serait pas choc. Par contre, s'ils les rangent par équipe, par ethnie, là, ce serait choc. Je pense que ce serait choc parce que justement, là, on fait vraiment séparation des ethnies et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on est là pour une communauté cosmopolite à mort. Enfin, moi, en tout cas, je suis pour. Donc, je serais un peu choqué qu'ils fassent ça. Ils l'ont fait un peu avec les 4 terres, avec les régions. Clairement, c'était pour faire le même concept que la saison 13 de Survivor. Mais moi, je pense que ça choquerait parce qu'on n'est pas là pour séparer les ethnies, les classes, c'est pas du tout le délire. Donc en tout cas, nous, en France, c'est pas comme ça. Donc ouais, je serais un peu choqué. Après, qu'ils prennent vraiment dans le casting des 20, 5 noirs, 5 blancs, 5 rebeux, 5 asiates. Bon, ils font ce qu'ils veulent, pas forcément 5 de chaque catégorie. Ils peuvent mélanger un petit peu parce que c'est la France d'aujourd'hui. Maintenant, on est de toutes les couleurs et tant mieux. Donc non, pour moi, ce serait un peu choc qu'ils les rangent, en tout cas, dans des équipes bien distinctes, en mode équipe de 5 noirs, équipe de 5 blancs, ça, ce serait pas possible. Mais par contre, qu'ils mélangent un peu plus le casting, pourquoi pas? C'est vrai que des fois, on a juste 1 ou 2 noirs par saison, c'est un peu con, ou 1 ou 2 rebeux, mais c'est pas ça la France d'aujourd'hui. On est de toutes les couleurs et tant mieux. Ensuite, selon toi, quels sont les 3 hommes et les 3 femmes qui n'ont jamais gagné Survivor, mais qui le mériteraient? Quelqu'un qui n'a jamais eu de victoire de saison, mais qui en aurait mérité une pour tout ce qu'il a apporté à l'émission et non la domination d'une saison. Du coup, moi, je trouve que Dominique aurait dû gagner une saison. Sydney, de la saison avec Michel, Taille et tout ça, aurait mérité de gagner une saison. J'aurais aimé que Twyla
mérite de gagner une saison. J'avoue, par rapport à ce qu'ils ont apporté l'émission, moi, ça me parle pas trop, donc je vais juste dire ce que j'aurais envie de voir gagner. Mais c'est mérité, donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, Dominique et Carmen Sydney auraient mérité de gagner leur saison. Ça aurait été vraiment cool. Je trouve que Gavin aurait mérité de gagner sa saison en face de Chris. Parvati aurait pu gagner également son deuxième All-Star. Heroes vs Villains, elle aurait mérité aussi. Russell aurait pu gagner sa saison. C'est vrai qu'il a vraiment tout donné. Rupert en stratégie, il n'est pas très bon, donc forcément. Et je trouve que Rob aurait dû gagner face à Amber. Voilà, je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais en gros, voilà, c'est un peu le délire. C'est les noms qui me viennent pour les candidats. Ah, Stéphanie aurait dû gagner la saison 12. Stéphanie Lagrossa, putain, ça m'a bien vénère qu'elle gagne pas ça aussi. J'aurais trop aimé, vraiment, ça aurait été une très bonne saison. Et aussi Steven de la saison 18, même si GT a un parcours parfait. Steven, c'est lui qui a tout mené de A à Z et j'aurais adoré qu'il gagne. Voilà. Ensuite, imaginons que tu es dans la saison 39 de Survivor. Tu es au courant des agissements de Dan. Donc, entre parenthèses, Dan, c'est un candidat de la saison 39 qui a essayé de tripoter des candidates et qui a été viré de l'émission pour ça. Tu sais que être en finale face à lui, c'est une win assurée. Que fais-tu? Tu fais comme Elisabeth et Missy les perfides, à ne pas les sortir et l'avoir à tes côtés en finale pour gagner $1 million. Ça change une vie, soyons honnêtes. Dead. Ou tu fais comme Janet et tu essaies de le virer. La morale humaine qui dépasse le cadre du jeu et tu touches des choses graves ou $1 million. Je veux une réponse honnête. Donc clairement, je pense que j'aurais pas pu me regarder dans un miroir si j'avais rien dit. En fait, je pense vraiment si Dan avait fait ça, surtout que je suis féministe. C'est vrai que quand tu défends la femme et que tu veux l'égalité des sexes, bah, tu es féministe, clairement, sans pouvoir faire des manifestations et te battre chaque jour contre les injustices. Clairement, j'aurais pas pu tolérer qu'il tripote des candidates comme ça et puis qu'il continue l'aventure et je me mets à côté de moi pour avoir $1 million. Franchement, j'aurais pas accepté, donc j'aurais fait comme Janet. Je le dis honnêtement, j'aurais pas tenu la saison comme ça. J'aurais pas pu l'amener jusqu'au bout avec moi pour gagner sachant ce qu'il a fait. Donc moi, clairement, j'aurais tout fait pour le dégager du jeu et je pense que j'aurais fait la pote. Par contre, faut qu'il dégage, on est bien d'accord, parce qu'il tripote tout le monde là. Ensuite, on a la pire et la meilleure saison de Survivor. Alors la pire pour moi, c'est la saison 5 avec Brian. J'ai pas du tout aimé, c'était malaise. Il y a eu aussi des agressions sexuelles, etc. Le casting était en carton. C'était vraiment nul. Je me suis ennuyé, le gagnant est pourri. Enfin, tout était nul. Bon, j'ai quand même regardé tranquillement. C'était pas insupportable à regarder, mais pas ouf. Et la meilleure saison de Survivor, c'est très dur, mais je vais dire la saison Cagayan avec Cass. J'avais adoré stratégiquement, j'avais trop kiffé. Cass, c'était la queen. Mais c'est dur de choisir parce qu'il y en a plein qui sont superbes, mais je dirais quand même Cagayan avec Cass, c'était vraiment stylé. Ensuite, penses-tu que certains thèmes de Survivor pourraient être adaptés en France? Koh-Lanta est-il prêt à accueillir Blood vs Water, par exemple, sans que les candidats se prennent des vagues de haine sur les réseaux sociaux et s'ils éliminent leur mari de X ou la mère de Y? Juste pour vous dire, Blood vs Water, c'est quand deux proches viennent, par exemple une mère et sa fille, un couple, un père et son fils, etc. Et ils peuvent s'éliminer entre eux. On est la preuve avec Sierra qui a éliminé sa propre mère dans le jeu. Alors, je pense que la France n'est pas prête. Clairement, vraiment, je pense que la France pèterait un câble. Sur les réseaux sociaux, si quelqu'un élimine sa mère, sa soeur ou machin, ça partirait cacahuète sur les réseaux. Donc non, je pense que la France n'est pas prête pour Blood vs Water. Par contre, je pense qu'elle est prête pour un Heroes vs Villains, mais si on renomme sportif contre stratège. Ça peut être stylé. Ils ont fait 4 terres en mode les ethnies. Revisiter, donc ils peuvent faire ça. Ensuite, on a es-tu choqué par la nudité beaucoup plus présente dans Survivor que dans Koh-Lanta? Moi, la nudité, ça me choque pas du tout. Tant que c'est flouté et que les gamins ne voient pas des gens à poil, c'est le principal. Non, ça me choque pas du tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Je comprends que dans Koh-Lanta, il y en ait moins. On est moins amené à avoir ça dans les émissions, alors qu'il y a énormément de nudistes et de naturistes en France. Je suis pas du tout contre ça. Au contraire, les gens font ce qu'ils veulent. Ça ne me dérange pas. Mais non, ça me choque pas du tout. Ensuite, lors de la saison 5 de Survivor, Ted est accusé d'avoir agressé sexuellement Grandia. Je vous en parlais juste avant. Théoriquement, il s'est passé exactement la même chose lors de la saison 19 de Koh-Lanta. Et elle fut tristement annulée pour cette raison. Que doit faire la production dans ce genre de situation? La production, elle doit faire comme dans la saison 19. Annuler la saison. Je sais que c'est hardcore. Après, en saison 5, c'était il y a longtemps, c'était genre les années 2000, c'était vraiment début 2000. Vous avez moins de regards, on l'a bien vu nous avec la saison Bocas del Toro et plein de trucs qui passeraient plus aujourd'hui. Je dis pas que ça excuse, mais disons que ça se fait aujourd'hui. Je pense que même Survivor annulerait la saison. Je pense que le mieux, c'est annuler la saison. Clairement, on ne peut pas faire ça. Ou alors, on dégage le candidat. Pas forcément annuler la saison, mais on dégage le candidat ou les deux candidats qui sont dans le truc. Je sais pas trop. Parce que c'est vrai que c'est dommage d'annuler une saison, mais il y a eu quand même un drame. Est-ce qu'on fait comme Survivor avec Dan, où le candidat a simplement été dégagé, les candidats ont continué? Ou est-ce qu'on fait vraiment comme la saison 19 de Koh-Lanta qui a été clairement annulée? Mais comme les dires de la plaignante n'étaient pas forcément sûrs de sûr, certains candidats ont réfuté sa version, donc c'est compliqué. Je pense que la production n'a pas eu de choix et il vaut mieux soit arrêter la saison, soit dégager le candidat classé. Ensuite, dans la saison 11 de Survivor, le camp des candidats est situé au bord d'un lac où nagent des crocodiles. Certains candidats prennent le risque
risque de s'y baigner. Prendrais-tu ce risque à cause de la forte chaleur? Ne serait-ce pas honteusement dangereux? Alors non, clairement, je ne prendrais pas le risque, j'ai pas envie de me faire croquer la jambe. Donc non, je n'ai pas envie de me faire croquer la jambe par un crocodile, même si à la production, on ne sait jamais. Voilà. Dans la saison 1 de Survivor, les candidats ont assisté au sacrifice d'un poulet. Selon le culte maya, ce poulet est offert aux dieux et il est donc interdit de le manger. Affamés, les filles décident toutefois de manger ce poulet. Qu'aurais-tu fait à leur place? Dévorer le poulet ou refuser de le manger par respect pour la coutume maya? Mais je pense, honnêtement, je le dis en toute transparence, je pense que j'aurais respecté la coutume maya et je n'aurais pas mangé ce poulet. Déjà parce qu'on est dans une aventure de survie, donc faut jouer les jeux. C'est vrai que là, ok, c'est frustrant, on a un poulet à becqueter tranquillement et on peut pas le toucher, mais au bout d'un moment, on est dans un pays et on s'adapte au pays. Quand je vais dans un pays étranger, je vais pas dire « Oh, je suis français, vous me respectez, vous faites ce que je veux, moi, français. » Là, j'arrive dans une culture maya, j'arrive dans une tribu maya, ils font ça, je ne vais pas respecter leurs coutumes. On est sur quelle planète? Donc non, je pense que je l'aurais pas fait. On sait que c'est un jeu et que dans 20 jours, on va bouffer. Donc quel intérêt de détruire une coutume? Donc non, je n'aurais pas fait comme les filles, je n'aurais pas mangé le poulet. Ensuite, Survivor est sur le point de diffuser la 45e saison et de tourner la 46e saison. L'émission ne devient peut-être pas lassante. N'y a-t-il pas finalement trop de saisons de Survivor? Alors c'est vrai qu'il y a un peu trop de saisons de Survivor. Moi, les dernières fois que j'ai regardé, il y en a certaines, je me rappelle même plus. Je suis plus impliqué dans les premières saisons que dans les dernières. Je les ai pas mal enchaînées, moi en plus. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup trop de saisons. Il ne faut faire qu'une saison par an, comme nous, outre les All-Stars. Ça, c'est pas mal. 2 saisons par an avec un All-Star à la place. Ça peut être sympa, mais oui, il y a beaucoup trop de saisons. J'avoue, quand je me suis lancé là-dedans, on était qu'à la saison 38 ou 39. J'étais en mode, allez, courage Clément, ça va le faire. Bon, après, c'est toujours un plaisir de regarder, mais c'est vrai que tous les gagnants deviennent moins emblématiques. Et dernière question dans la catégorie Survivor, vainqueur de Koh Lanta, 100 000 €, vainqueur de Survivor, 1 million d'euros. Les gars sont-ils trop faibles en France ou trop élevés aux États-Unis? Quel serait le juste milieu? 1 million d'euros en France, ce serait choc. Je dirais 500 000 €, autant couper la poire en deux, voilà, tout simplement. Mais par contre, le fait que ce soit 1 million de dollars aux États-Unis, ils sont prêts à tout. Il y a les coûts sans limite. Et surtout que la saison 40, c'était une saison spéciale gagnante pour les 20 ans. C'était 2 millions. Alors là, clairement, je tue père et mère. Je régale, oh là. Mais en tout cas, oui, 500 000 $, je trouve que c'est pas mal. En France, les candidats Secret Story gagnaient 150 000 € dans les premières saisons, c'est-à-dire 50 000 € de plus qu'un candidat de Koh Lanta. Et en plus, il y avait la cagnotte qui validait. Donc, imaginons, tu allais valider 25 000 €, tu gagnais 175 000 €, alors que tu étais dans une maison à me becqueter toute la journée et à prendre du poids. Bon, après, ils ont vécu des trucs pas cool dans Secret Story, on a eu des témoignages, mais clairement, à côté de Koh Lanta, faudrait peut-être faire Secret Story. Donc en tout cas, je trouve que 100 000 € c'est pas cher payé et 1 million un peu trop. Donc on va dire 500 000. Allez hop, soyons fous. Et si c'est vraiment trop, allez 300 000. Pas mal déjà. Ensuite, on arrive à la dernière catégorie, la catégorie inclusive. Le côté personnel et autres. Donc que des questions sur moi. Donc c'est parti, on y va. Première question, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? Alors, j'ai 35 ans. Enfin, je vais avoir 35 ans le 8 octobre. N'hésitez pas à souhaiter mon anniversaire, ça fait plaisir. Mais en tout cas, je vais avoir 35 ans. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans la fonction publique. En ce moment, je suis actuellement technicien audiovisuel. Donc, j'assure tous les événements, que ce soit les plénières, les réunions, les événements extérieurs, etc. J'installe les sonos, les lumières, etc. Donc voilà, peut-être que plus tard, je ferai autre chose, je ne sais pas, parce que j'ai envie un petit peu de bouger en ce moment. Ensuite, question suivante, où tu habites? J'habite à Bordeaux. Alors, je vous donnerai pas mon adresse exacte, parce que vous allez tous venir en mode fan de Britney Spears. Mais je vis à Bordeaux. Voilà, je vis à Bordeaux depuis plusieurs années, j'y ai grandi. J'ai aussi vécu à Angers et à Nantes pendant 7 ans en tout. Mais je suis revenu à Bordeaux en 2017 et je suis très bien. Sur l'île, tu préfères tuer en premier Anne-Sophie du feu sacré ou Laurent Mestré? On va être stratégique. Je pense que je m'entendrai plus avec Anne-Sophie qu'avec Laurent, mais je vais quand même tuer Anne-Sophie, tout simplement parce que Laurent a plus d'expérience dans la survie. Il me fera peut-être un peu plus rire. Bon, mais je pense que je m'entendrai mieux avec Anne-Sophie quand même. Et puis voilà, ça peut être sympa quand même. On va essayer d'apprendre à le connaître. Non, je dirais je sauverai quand même Laurent. Mais c'est stratégique parce que je me dis sur une île, il sera plus débrouillard et je galérerai moins. Ensuite, regardes-tu Retour à l'instinct primaire? Alors, je n'ai jamais regardé. Écoutez, est-ce que vous me le conseillez ou pas? Je me suis jamais intéressé. Je sais que Chantal aurait aimé faire cette émission, mais si elle le fait, je vais bien regarder. Alors, pas forcément pour l'avoir toute nue, ça ne m'intéresse pas. Là, je ne suis pas un gros pervers parce que ça peut être sympa avec Chantal et qu'il nous apprend des choses. Mais j'ai jamais regardé. Est-ce que vous me la conseillez? J'en sais rien. Moi, les trucs de survie, j'avoue que c'est pas ma grosse passion. En tout cas, c'est pas pour ça que je regarde Koh Lanta. Ensuite, question sur Fort Boyard. Regardes-tu cette émission? Quel est ton rapport avec cette émission? Et aimes-tu Olivier Mine? Je regarde cette émission. J'ai regardé, j'ai arrêté de regarder, j'ai re-regardé. Mon rapport avec l'émission, c'est très simple. Quand j'étais gamin chez ma grand-mère, je le regardais comme à peu près 1 milliard d'enfants, je pense. C'était surtout chez ma grand-mère. Mes parents aimaient pas trop cette émission, donc je ne regardais pas. Mais c'était chez ma grand-mère, les week-ends chez mes grands-parents, c'était top. Et puis après, en grandissant, j'ai lâché parce que ça ne m'intéressait plus trop. Et ensuite, j'ai rencontré des potes qui étaient clairement fans. J'étais en mode, ah bon? Et en plus, c'était en 2010.
On m'a dit, trop bien cet été, il y a Fort Boyard qui reprend et tout. Moi, mais ça existe encore. J'ai arrêté de regarder en 98, en fait. Donc, j'étais choqué que ça existe encore. Effectivement, maintenant, je regarde un peu tous les étés. Ça m'arrive de louper certaines soirées, hein, clairement, je vais être honnête avec vous. Mais voilà, c'est sympa. Quand j'ai rien d'autre à faire, je le regarde. Ou alors le dimanche en replay, en fond pendant que je fais un petit montage, ça peut être très très sympa. C'est une bonne émission familiale. Si j'avais des enfants, clairement, je le regarderais avec eux. C'est vraiment une émission sympathique à suivre. C'est rigolo, il y a des petites stars. Donc franchement, c'est sympa. Donc j'ai beaucoup regardé mon enfance, surtout chez mes grands-parents. Donc on va dire de 94 à 98. Après grosse pause, j'ai arrêté de regarder totalement et j'ai repris en 2010. Ça se regarder, c'est plutôt sympa. Aimes-tu Olivier Mine? Alors grosse confession, j'adore Olivier Mine. Je l'adore. Déjà, si je suis aussi beau que lui à son âge, franchement, donnez-moi le nom du médecin, j'y vais tout de suite. Et en plus, il est hyper cool, hyper drôle. Moi, je l'adore, c'est mon présentateur préféré all time, je crois. Ouais, devant Denis. Oh, si, mais de peu. Parce que Denis m'a un peu déçu ces dernières années. Je l'aime Olivier Mine. Olivier Mine, si tu vois cette vidéo, call me. Ensuite, on a en admettant que tu as les compétences pour, si on te propose de remplacer Denis Brognard à la présentation de Koh Lanta, acceptes-tu? Ouais, bien sûr que oui, mais trop la base. Franchement, je partirai à droite à gauche, je vivrai l'aventure Koh Lanta. Alors, je pense que c'est pas un métier qui s'apprend en 2 secondes, hein, c'est un vrai boulot, être sur la présentation d'une émission comme Koh Lanta. Denis le fait très bien, hein, même s'il y en a qui sont pas fans forcément de sa façon de présenter, je le comprends. Moi, je préfère quand même Jeff de Survivor, mais Denis, c'est quand même Denis, hein, malgré tout, il m'a fait quand même rêver pendant des années. Franchement, ce serait dur de passer après lui, clairement, les gens m'insulteraient sur les réseaux, je pense, mais en tout cas, ce serait avec grand plaisir, ce serait très stressant, beaucoup de responsabilités, mais clairement, je dirais oui. Ça peut vraiment être sympa. Ensuite, on a si tu faisais Koh Lanta et que pendant le tournage, tu te rends compte qu'un candidat est favorisé par la production. Collier à gogo, twist sorti de nulle part pour le sauver, etc. Comment réagirais-tu face à cela et qu'est-ce que tu essayerais de faire selon les 2 situations? A. Le candidat en question est ton allié. B. Le candidat en question est ton ennemi. Alors clairement, je vais être très honnête avec vous, dans les 2 cas, je ne dirai rien. Premier cas, parce que clairement c'est mon allié, donc il peut m'aider. Donc clairement, je serai la Angélique de Lola. Et B, clairement, je n'aurai pas les couilles parce que tu es candidat, la production elle fait un peu ce qu'elle veut, si elle veut te dégager, elle te dégagera. J'ai pas envie de me faire sacrifier comme ça, donc je pense que comme un petit miskina, je dirai rien. Voilà, je peux pas être plus honnête. Ensuite, on a si demain un de tes abonnés venait à participer à Koh Lanta, sans que tu le saches, cet abonné devrait faire quoi pour qu'il soit ton chouchou? Rester lui-même, en fait, rester lui-même, être rigolo, être joueur, surtout, pas être sur le côté à pas faire grand-chose et suivre. Bon, tu me diras, j'aime bien Christina, alors pour moi, ça a été un peu une suiveuse, mais honnêtement, ouais, je pense qu'il doit rester lui-même. Après, si je l'aime pas dans le jeu, c'est pas grave, je peux l'aimer dans la vie. L'exemple type, c'est vraiment Nadine. C'est pas que je l'aimais pas dans Koh Lanta, mais pour moi, elle n'avait pas un intérêt incroyable. Elle est vraiment passée pour la mégère qui critique tout le monde, les petits jeunes, etc. Mais quand j'ai appris à la connaître et à discuter avec elle, en fait, c'est une femme en offre, quoi. Honnêtement, qu'il soit naturel et qu'il soit lui-même et surtout qu'il n'essaye pas d'en faire 3 tonnes devant les caméras. Voilà. Et qu'il soit joueur. Et volontaire. Ensuite, on a, si tu avais fait partie d'une saison de Koh Lanta, en majuscule dans le but de gagner et non être avec des candidats que tu aimes. La saison où tu penses que tu aurais pu avoir le meilleur parcours possible, quelle saison cela aurait été? Je pense que j'aurais été dans une saison de stratégie, clairement. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a Chantal dedans, mais j'aurais été dans Joe Orr parce que même si c'est beaucoup d'émotions et beaucoup d'ascenseurs émotionnels cette saison, moi, j'aurais adoré être dans Joe Orr et j'aurais adoré m'allier à Chantal dès le début et Bruno et faire un super trio. Et ensuite, on aurait ajouté Marc. Et clairement, on aurait éliminé Mélissa très très vite. Non, mais c'est vrai que la question, elle n'est pas facile. Mais j'aurais bien aimé vivre Joe Orr parce que c'était une très bonne saison au niveau retournement de situation. Mais je pense que émotionnellement, c'était assez dur. Ensuite, question suivante. Certains comme Sandra de la saison 1, ont ramené un objet pour leur confort personnel. D'autres comme Genaël ont pris un objet pour se divertir. Et d'autres comme Harry ont pris un objet dans lequel ils voyaient une potentielle utilité en survie. Effectivement, il avait ramené son cerf-volant et en fait, il avait utilisé plein d'éléments de cet objet pour la survie. Donc, très bonne idée de Harry. Si tu avais le droit de prendre un objet, ce serait pour laquelle de ces 3 catégories et quoi comme objet? Alors, clairement, ce serait une potentielle utilité en survie. On va pas se mentir. Quel ce serait? Alors, j'avais pas pensé à un cerf-volant pour être très honnête. Mais du coup, je pense que j'aurais pris un instrument de musique, soit une petite guitare ou peut-être une petite trompette pour la démanteler et essayer d'utiliser l'outillage qu'il y a dedans. Peut-être une petite guitare, un petit ukulélé. Je ne sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais le cerf-volant, c'était une très très bonne idée d'arrêt. Ensuite, tu dis souvent dans tes reviews d'épisodes, comme d'habitude, toujours très bien filmé, très bien monté, rien à redire. Pourtant, lorsqu'on écoute tes reviews, je retiens. Méfiez-vous du montage, on voit sûrement que le mauvais côté d'un tel et les bons côtés d'un tel. Les ralentis quand ils arrivent sur les épreuves, je trouve ça ridicule. Le générique spoil à gogo, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, le montage, on connaît, comme les relations Ambre-Géraldine, François Fouzy ou encore Louana Maxime qui n'ont absolument pas été montrées. Ne trouves-tu pas qu'il y a une incohérence dans tes propos du... Ah. Trop marrant.
Moi, vraiment, dans ma phrase, quand je dis comme d'habitude, toujours très bien filmé, très bien monté, rien à redire, je parle pas du montage de la storyline, je parle vraiment du montage esthétique. C'est vrai que je le précise jamais, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans le montage, au niveau des plans, les plans de drone sur le décor, au niveau de la musique, c'est vrai, c'est très bien rythmé. Dans les épreuves, les musiques, elles sont bien foutues, etc. C'est bien rythmé. Par contre, oui, c'est vrai que j'ai tendance à critiquer aussi le montage. Souvent, dans les bilans de saison, il y a le montage dans les points positifs et les points négatifs. Je le dis souvent parce que effectivement, il y a des trucs qui sont pas montrés, il y a des candidats qui sont montrés de façon plus positive ou plus négative selon la volonté de la production. Il y a beaucoup de spoil dans le pré-générique, les ralentis, moi je trouve ça un petit peu ridicule, etc. Je suis d'accord. Au niveau du montage, c'est vrai que dans le bilan des épisodes, souvent je dis que c'est très bien monté, etc. Je parle souvent au niveau filmique, au niveau esthétique, comme si c'était un film. C'est vrai que je me suis mal exprimé sur le fait du montage en général, mais moi, quand je dis cette phrase-là, c'est surtout ça. Et c'est pour ça que dans les vidéos de bilan de saison, je précise que le montage est dans point positif, point négatif, parce qu'il y a des trucs qui m'agacent aussi de montage, mais je souligne quand même le très bon côté du montage où il s'éclate en mode c'est un film Avenger, un film d'aventure. Ensuite, on a estimes-tu que Amel possède réellement le record au poteau? Car en soi, oui, Amel est restée la plus longtemps sur le poteau, mais Maxine et Lucie, si elles s'étaient pas retrouvées en 2 heures sur du 10x10, auraient pu tenir autant. Jade, Marilyn, Grégoire, Freddy, s'ils n'avaient pas dû finir sur un pied, auraient pu tenir plus longtemps aussi. Alors, on en a déjà discuté, enfin moi j'en ai déjà parlé, c'est vrai qu'Amel a le record de la durée sur un poteau, mais c'était pas les mêmes règles, et souvent je le précise, je dis oui, c'était pas tout à fait les mêmes règles, j'ai déjà dit plusieurs fois. Même Amel, en interview, a avoué qu'effectivement, elle avait le record de la durée sur le poteau, mais c'était pas les mêmes règles. Donc non, clairement, Amel n'est pas forcément la plus forte sur les poteaux. Elle a le meilleur timing, mais c'était pas les mêmes règles, donc on peut pas vraiment parler de record. Elle a même avoué, elle, dans son interview, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, Maxine ou Grégoire et compagnie auraient pu tenir plus longtemps. Voilà, mais c'est malheureusement l'évolution du jeu qui fait que les règles changent. Ensuite, on a crois-tu à la théorie d'Alexis comme quoi il y avait 4 zones, qu'une des zones avait en réalité rien, adaptée en fonction de qui était sur quelle zone, de sorte à ce que la production décide de qui sort. Alors, honnêtement, je n'étais pas sur le tournage, je ne fais pas partie de la production, donc je dirais pas oui. Je crois pas forcément à la théorie d'Alexis, parce que certes, c'est vrai que quand ils voient un candidat se diriger vers une zone, ils auraient pu faire on enlève. Mais je me dis pourquoi éliminer Alexis? S'ils avaient éliminé, je sais pas moi, Clémence ou Francis, je sais pas si ça aurait changé grand chose. Est-ce qu'ils voulaient vraiment pas que Alexis gagne? Je ne sais pas. Moi, écoutez, on ne saura jamais la vérité, même lui, il ne le sait pas. Je vais pas dire ni oui ni non, j'en sais trop rien. Moi, je dirais pas forcément oui. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de la production. Sinon, ils l'auraient fait tous les ans et ils auraient dégagé les candidats qu'ils voulaient parce que certains, je pense, qui étaient sur les poteaux, ils en avaient rien à faire. Ensuite, on a si ta maman faisait koh Lanta. Bah alors clairement, franchement, les poules auront des dents si ma mère fait koh Lanta. Et qu'elle avait exactement le même parcours que quelqu'un que tu as mis dans la catégorie mais genre Audrey de Vietnam ou Vivien, et que tu faisais une tier list de sa saison, mettrais-tu ta mère en mai? Alors ça va me paraître un peu étonnant, mais je pense que oui, parce que j'essaye d'être objectif. Ce serait dur, honnêtement. Le seul truc qui me ferait changer, c'est la catégorie partie trop tôt. Donc peut-être que j'hésiterais avec partie trop tôt. Il y aurait vraiment un dilemme. Pour être très honnête avec vous, j'aurais envie de la mettre dans mai. Clairement, ma tête dirait mai, mais mon cœur aurait envie de la mettre dans partie trop tôt. Et comme c'est une tier list objective, mais aussi subjective, je serais peut-être capable de la mettre dans partie trop tôt. Donc j'avoue, je sais pas. Ouais, je la mettrais dans partie trop tôt, c'est quand même ma mère. Hein. Bon allez, on va être honnête, je vais la mettre dans partie trop tôt. Sorry. C'était pas fait pour la situation. Ensuite, si tu faisais Survivor avec un de tes proches, serais-tu prêt à le blindside? Honnêtement, ça dépend du proche. J'avais pas vu, il y a une suite à la question. Il y a si oui, le ferais-tu si tu sais que tu n'as très peu de chances de gagner la saison? Blindside ton proche te permet juste d'aller un peu plus loin. Et que ton proche, lui, avait la route tout tracée vers le million. Ah bah non. Non, je le fais pas dans ce cas-là. Si je sais que je vais dégager, ça n'a pas d'intérêt. Alors que la personne peut gagner, tu dis ok, je te vire pas, je vote pas contre toi, mais par contre, tu me donnes de l'argent un petit peu. Donc, oui, mais sans que je le sache, putain, j'ai pas tout noté. Et je suis pas censé le savoir. Ah bah oui, mais si je le sais pas. Ah oui, mais je sais que je vais pas rester longtemps dans l'aventure. Bah non alors. Si je sais que moi je peux partir et qu'elle a encore un peu de chance de rester sans savoir qu'elle va gagner, non, bah je le blindside pas. Si je sais que moi je vais dégager derrière, ça n'a pas d'intérêt. Je le ferai que si je sais que je peux aller au moins en finale. Voilà. J'ai essayé d'être clair, mais bon, c'était le bordel. Ensuite, tu dis parfois un tel a du charisme, un tel n'a pas de charisme. Qu'entends-tu par charisme? Quelle serait ta définition? Pour moi, le charisme, c'est quelqu'un qui existe sans en faire. C'est-à-dire Laurent Mestré, par exemple, je trouve qu'il n'a pas un charisme de malade. Il a du charisme, mais il en fait 3 tonnes, donc c'est insupportable. Personne comme Pascal, par exemple, certes, elle en fait 3 tonnes des fois, mais dès qu'elle arrive sur le sable, dès qu'elle commence à parler, etc., elle a du charisme. En fait, j'ai pas vraiment de définition de charisme. Le charisme, pour moi, c'est quelqu'un qui existe sans rien faire. Sans en faire 3 tonnes. Et c'est vrai que certains candidats, après, attention au montage comme je dis souvent, il y a des fois, dès qu'ils interviennent, t'es en mode, bon,
L'exemple type pour moi, c'est Gabin des Armes Secrètes. C'est une machine de guerre, mais par contre, en tant que candidat, pas de charisme. Même en interview, c'était catastrophique. Moi, je pensais même que c'était une erreur de casting au début. Je me suis dit, oh là là, ça va être un fiasco. Bon, finalement, il a abandonné rapidement. Pour moi, du charisme, c'est vraiment exister sans rien faire. Il y en a qui y arrivent à le faire, vraiment, en faisant pas grand-chose. Il y en a qui sont obligés d'en faire 3 tonnes pour exister. Par exemple, Joseph, même si moi, il m'a fait un peu rire, il a été obligé d'en faire 3 tonnes pour exister. Voilà, c'est dommage. Alors que, par exemple, Claude, même dans sa première saison, il existait sans en faire beaucoup, en fait. Même si, après, il en faisait un peu trop, mais voilà, pour moi, c'est vraiment exister sans faire grand-chose. Bon, ensuite, on a une question, toujours sur le charisme, qui est un peu piquante. Et la question dit, on peut pas reprocher à quelqu'un de donner 10 € à une association quand soi-même on donne 0. Tu vois où je veux en venir? Tu dis souvent on manque de charisme, etc. Estime-tu avoir du charisme? Eh ben, ça tire à balles réelles. Clairement, avec toute l'humilité que j'ai, je trouve qu'en tout cas, j'existe un peu. C'est-à-dire que quand j'ai un groupe d'amis, je sais que je prends de la place, peut-être trop, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que j'ai un peu de charisme. Est-ce que j'ai un charisme monstre? Est-ce que si je fais Koh Lanta, je serai un des protagonistes principaux de la saison? Je ne sais pas. Mais j'ai une estime de moi qui fait que je trouve que oui, dans un groupe, j'existe. Et j'existe pas forcément dans grand-chose, donc qui est ma définition du charisme. Donc je trouve que j'ai du charisme. Mais après, j'ai des défauts. J'ai plein de défauts. Je parle trop, je suis chiant, je suis râleur, voilà, etc. Mais en tout cas, niveau charisme et niveau personnalité, je trouve que j'en ai. Peut-être que je me trompe. Un jour, peut-être que vous pourrez me dire si on se rend compte. Mais moi, je trouve que ouais, j'ai un peu de charisme. Ensuite, la question suivante, c'est n'as-tu pas l'impression d'avoir le mot perfide en bouche trop facilement? Dans énormément de situations, tu l'utilises pourtant à la situation où la personne ne correspond absolument pas à la définition du mot. À mon sens, alors perfide, je le dis depuis que je suis au lycée, voire même au collège, non, au collège. Et c'est vrai que je le sors très souvent. Et des fois, pas forcément dans la situation justifiée, je suis assez d'accord. Mais c'est un tic de langage comme oupsie, sorry, j'en ai plein d'autres. Et c'est vrai que perfide, moi j'adore ce mot. Comme dans le film Anada, j'adore la perfidie de ton crâne de Piaf. J'adore. Moi, perfide, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est vrai que des fois, je peux potentiellement l'utiliser dans des situations qui ne sont pas adaptées. Mais bon, c'est mon petit mot. Je le lâcherai pas. Ensuite, on a, dans la précédente foire aux questions, tu disais que tu aimerais faire des films, aider des jeunes acteurs, être producteur de cinéma. Où ça en est? As-tu évolué ce côté-là ou as-tu abandonné cette idée? Alors, je n'ai pas abandonné cette idée, elle reste dans le coin de ma tête, mais tout simplement, je n'ai pas l'argent pour. Voilà. Donc, écoute, la personne qui a posé cette question, si elle veut faire une cagnotte avec grand plaisir. Mais j'aimerais bien, mais bon, c'est très compliqué. C'est pas un métier qui s'invente, ça se fait pas en 3 secondes. Là, pour l'instant, je suis ma chaîne sur Koh Lanta. On verra où ça me mène, si je rencontre des gens, s'il se passe des choses. On verra bien. Pour l'instant, tranquille, je n'ai pas abandonné. On verra bien un jour. J'aimerais vraiment faire ça. Si ça se fait pas, bien tant pis. J'ai fait déjà plein de trucs dans ma vie. Je continuerai à en faire et je me lancerai de nouveaux défis. Mais pour l'instant, oui, c'est clairement au point mort. Espérons que si je fasse une autre chaîne, ça marche un peu et je rencontre des gens qui ont les mêmes passions que moi. Peut-être on verra. Et pour l'instant, c'est clairement focus sur Clem Coco en voyant ce que ça peut donner par la suite. Ensuite, quel serait ton plus grand rêve, l'objectif ultime de ta vie, où une fois que tu aurais fait ça, tu te diras, je peux mourir heureux maintenant? J'ai déjà accompli plein de trucs dans ma vie que je pensais pas faire. Je vais pas faire une petite liste, c'est bon, mais je sais pas, peut-être faire le tour du monde. Vraiment, j'aimerais voir plein de pays que j'ai pas encore vus. Alors j'en ai certains, mais j'ai pas tout vu. Et puis vivre, être heureux, quoi. Enfin, j'ai pas de grand rêve absolu. Ce serait surtout visiter la planète. Un jour, peut-être que j'aurais fait tous les pays. Il y a des pays que je pourrais pas faire, c'est sûr, mais bon, ça serait sympa. Ensuite, on a, depuis ta naissance, quel est ton meilleur et ton pire souvenir, du moins le plus beau moment de ta vie, qui n'implique que toi, car sinon dire mon mariage en meilleur souvenir, ce serait trop facile. Alors, mon meilleur souvenir, j'allais dire mon mariage. Mais en deuxième position, une année avec des amis, grâce à mon école de cinéma, on avait eu des accréditations au Festival de Cannes. Et donc, on est allé au Festival de Cannes. Et en fait, grâce au badge qu'on avait, qui était d'une certaine couleur, on avait accès à plein de trucs. Clairement, j'ai vécu des très beaux moments. J'ai monté les marches 5 fois. On a fait des soirées où il y avait Justin Timberlake juste à côté de moi, Eva Longoria. Et en fait, même si c'est que des stars, du Strass, du People et tout machin, c'était en fait assez incroyable. En fait, on avait l'impression d'être dans un autre monde. Ça ferait partie d'un de mes meilleurs souvenirs. Mon pire souvenir, c'est quand j'étais au cours Florent, parce que j'ai fait 2 ans au cours Florent. C'était pas forcément une superbe expérience. La première année, ça allait, la deuxième, non, parce que c'est marche ou crève, les gens sont capables de t'écraser la gueule pour réussir. C'est pas très agréable. Et mon pire souvenir, c'est de ne pas avoir arrêté en cours de route. En plus, quand tu arrêtes le cours Florent, tu payes pas les mois suivants. Donc, clairement, au niveau financier, ça aurait été mieux. Et c'est vraiment une fois, un moment, là, je vois vraiment ma vie. À un moment, en fait, à la répétition générale, tout le monde était en retard et j'ai vraiment fait un coup de
gueule en mode mais par contre on commence jamais, je vais péter un câble en fait. Je viens d'Angers, j'ai fait 2h30 de route en train, je me suis levé à je sais pas quelle heure et les gens sont pas là. Et le prof m'avait parlé comme une vieille merde en disant c'est bon, calme-toi, ne t'as pas ton mot à dire, etc. Et là j'aurais dû dire mais vous savez quoi, j'en ai rien à foutre de votre pièce de merde et j'aurais dû me barrer. C'est un gros regret, c'est vraiment un pire souvenir, c'est le moment où je me suis senti mal à l'aise. Et comme une miskina, j'ai rien dit, j'aurais dû lever le poing et dire va te faire foutre connard, je m'en fous de ta pièce de merde que personne n'est allé voir d'ailleurs et ta carrière est ratée. Bisous bisous. Ensuite on a révèle-nous tes passions secrètes que tu n'as jamais dit ici, par exemple le catch, l'astronomie, l'opéra, etc. Alors moi j'adore le cinéma, mais ça vous le savez déjà. J'aime beaucoup la comédie musicale, d'ailleurs je suis inscrit à des cours de comédie musicale que j'ai tous les jeudis. Bisous à ceux qui regardent ma vidéo et qui sont à la comédie musicale avec moi. C'est très sympa, on rigole beaucoup. Clairement on va pas être une nouvelle star de Broadway, déjà je ne sais pas superbement bien chanter, même si j'ai eu des solos au dernier spectacle. J'ai eu quelques phrases chantées, ça fait plaisir, ça veut dire qu'ils me considèrent. Je danse pas trop mal. Franchement, je danse pas trop mal. Au théâtre, j'ai fait le cours Florent, ça veut rien dire. Mon chien peut faire le cours Florent, donc clairement, ça veut rien dire. Mais j'ai quelques notions et du coup, je m'en sors pas si mal. Donc effectivement, j'aime bien la comédie musicale, c'est assez rigolo. Et j'avoue que j'ai une grosse passion aussi pour une émission complètement perdue qui n'a aucun rapport avec Koh Lanta, qui est RuPaul Drag Race. C'est une compétition de drag queen. Je ne connaissais pas du tout l'univers des drag queens l'année dernière et j'ai tout dévoré. Je me suis lancé sur Netflix et j'ai tout dévoré, c'était la base. Et je suis toujours et ça me fait beaucoup rire. En soi, je me moque un peu de leur maquillage, leur tenue et tout, mais c'est qu'il y a plein de moments où ils chantent, ils font des spectacles, il y a des battles de playback, de lip sync, et du coup c'est plutôt stylé. Donc voilà. Mais en soi, l'univers drag queen à la base ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai trouvé ça très stylé comme émission. Ensuite, est-ce que tu retourneras un week-end des copains? Mais avec plaisir, j'attends vos appels les candidats. Mais oui, s'il y a un week-end pas trop loin de chez moi où ils invitent les fans, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Surtout que je commence à connaître quelques candidats, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, une question assez sympa. Quel est ton parfum de glace préféré? Sans surprise, la mangue, c'est mon fruit préféré, mais c'est aussi mon parfum de glace préféré. J'aime beaucoup le caramel aussi, vraiment, c'est en deuxième position. Et ensuite, en fois, je dirais fruits rouges, genre framboise ou fraise, mais clairement, mangue number one. Ensuite, on a, joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fini un jeu. Je crois que le dernier jeu que j'ai fini, c'est Animal Crossing. Et c'est vrai, on fait ça Animal Crossing. J'ai fini le Zelda aussi tout mignon, tout petit, qu'il y avait sur la Switch, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai fini Let's Go Pikachu. Alors moi je suis très jeu vidéo, Mario, Kirby. Kirby c'est un personnage que j'adore, qui est trop mignon sa mère. Voilà, Toad, Yoshi, Zelda un peu moins. J'ai quand même fini Ocarina of Time quand j'étais ado. Je l'ai fini. Bon, avec le magazine des Solus, mais je l'ai quand même fini. Ce sont les jeux vidéo que j'aime bien, un peu japonisants, Pikachu et compagnie. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu vidéo. Donc le dernier c'était Animal Crossing. Je l'ai vendu parce que j'ai cramé tous mes navets, ça m'a énervé. J'ai viré le jeu, je l'ai vendu sur Vinted. Ça dégage. Ah, il fallait pas cramer mes navets. Le drama des navets, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, merci au confinement parce que tous les Animal Crossing avant, j'avais pas joué. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce que tu suis le foot? Si oui, vu que tu viens de Bordeaux, supportes-tu les Girondins? Si oui, vas-tu à Chabandelmas ou au Madrid? Alors, je n'aime pas du tout suivre le sport. Pas du tout, et sûrement pas le foot parce que je trouve ça très chiant. Vu que y a pas beaucoup d'action, tu regardes le ballon faire tac, ah non. Voilà, c'est chiant, ça me saoule. Moi, le sport en général, je suis pas Roland Garros, je suis pas le Tour de France, je suis pas la Coupe de rugby qui va bientôt arriver. Je le sais parce que j'ai un collègue qui est grave fan de rugby, qui a fait du rugby pendant des années. Je suis pas trop le sport. Clairement, au Super Bowl, ce qui m'intéresse, c'est la prestation qu'il y a pendant la mi-temps. Donc, clairement, je m'en moque un peu. Par contre, j'ai vu 3 matchs à Bordeaux des Girondins quand j'étais ado parce que j'avais plein de potes qui aimaient, donc je suivais comme une miskina sans personnalité. J'ai vu Bordeaux-Sedan, Bordeaux je sais plus quoi, et le troisième c'était le feu, c'était Bordeaux-Marseille, et en plus l'OM avait marqué contre son propre camp. Et je rappelle que le deuxième match, je sais plus contre qui ils étaient, mais on avait perdu comme des merdes. Et donc j'ai déjà vu des Girondins jouer. C'était à Chabandelmas, parce que Madrid n'était pas encore ouvert à l'époque. Et d'ailleurs, je me rappelle que les Girondins avaient gagné la Coupe de France ou la Coupe de je sais pas quoi en 2000 ou 2001. Et on était allé les voir à Chabandelmas pour célébrer leur victoire. Donc voilà. Donc j'avais vu Dugarry. Je crois que j'avais vu Gourcuff aussi. Ou alors je l'avais croisé à Bordeaux. Et j'ai croisé Zidane à Bordeaux aussi. C'est très étonnant. Qui est pas trop mal pour son âge. Franchement. Bien vieilli. Ensuite, on a, n'as-tu pas l'impression d'être trop gentil, de te forcer à tout aimer dans Koh Lanta? Tu dis souvent que même les pires saisons, tu aimes les regarder, mais j'ai l'impression que tu te mens à toi-même. Ah, carrément. Et refuse d'admettre qu'un truc que tu aimes de base puisse être mauvais. J'ai beaucoup critiqué quand même Koh Lanta, je trouve. Je trouve que je n'ai pas été très gentil, même des fois. Les pires saisons, j'ai aimé les regarder. C'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la nouvelle édition, j'ai détesté la regarder, mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Et j'ai beaucoup critiqué cette saison. J'ai beaucoup critiqué certains candidats, certaines manipulations de la prod, certaines épreuves. On m'a même dit que des fois, j'étais
trop méchant, que j'avais été trop dur à certains moments. Donc je ne pense pas que je me mords à moi-même. Je ne refuse pas d'admettre que ce que j'aime de Basque, c'est de mauvais, puisque je donne mon avis à chaque fois et je critique, clairement. J'ai démonté la nouvelle édition, le feu sacré, j'ai pas été très gentil, les armes secrètes non plus, la légende non plus. Donc non, je ne trouve pas que je me mords à moi-même, c'est juste que je suis complètement fan. Donc effectivement, je ne suis pas 100% objectif sur mon avis sur l'émission, et des fois j'essaie de pardonner à Koh-Lanta d'être mauvais, mais quand même, voilà, je trouve que je suis assez dur, même si je suis peut-être trop gentil pour certains, je ne vois pas l'intérêt d'être trop méchant non plus. Dès que j'aimais pas un truc, je l'ai quand même dit, que ce soit candidat, saison, épreuve, épisode ou manigance de la prod. Ah, j'ai une petite phrase en plus que j'ai oubliée, et oui, être fan de quelque chose ne veut pas dire être tolérant avec tout, au contraire, je trouve que quand on est un fan assidu, on est bien plus sévère. Voilà, après chacun est comme il est, moi je trouve que je suis déjà assez sévère. Ensuite, on a un petit jeu, essaie de dire l'alphabet le plus vite possible sans noter sur une feuille en sautant une lettre sur deux. Ah d'accord, bon, petit défi, on va essayer. A, C, E, G, I, K, M, O, Q, oula je me trompe là, non? S, U, W, Y. C'était un fiasco. C'était un fiasco. Du coup, je m'étais trompé à S. Bon, c'était pas ouf, j'ai mis du temps, j'ai réfléchi, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, en faisant ton auto-analyse, est-ce que tu te trouves hypocrite envers certains candidats et certains sujets que tu aimes et que tu n'aimes pas? Mais je pense pas. Je suis un peu tolérant, ça je peux l'accorder. Je trouve que peut-être que je suis un peu trop tolérant. Non, mais je suis assez honnête. Voilà, je me trouve pas trop hypocrite. Non, je me trouve pas trop hypocrite, personnellement. Ensuite, une autre question assez longue, donc on s'accroche. Tu viens de gagner les poteaux d'une saison où le concept c'était que les candidats avaient chacun un de leurs proches comme candidat. Et tu as le choix entre ton proche, qui t'a sauvé plusieurs fois, notamment pendant les ambassadeurs, ou encore en trahissant son alliance au dernier conseil avant la rotation. Mais reste quand même le candidat le plus apprécié du jury final. Donc en gros, il t'a grave aidé, mais si t'es contre lui, tu perds. Et de l'autre côté, un candidat qui n'a pratiquement rien fait d'autre que suivre les autres et a causé l'anéantissement de ton alliance au début de la réunification. Ce candidat n'a pratiquement aucune chance de gagner la saison. Et bien sûr, le gain du gagnant a été augmenté à la valeur d'1 million d'euros et ne peut pas être partagé avec d'autres personnes. Putain, mais vous êtes perfides. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'en sais rien. J'en sais rien, putain, c'est horrible. Allez, je vais trahir mon proche. L'argent ne peut pas être partagé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas profiter de ce que je vais lui offrir. Donc pour m'escape, clairement, je vais trahir et je lui achèterai d'appartements. Voilà. Mais si on ne peut pas partager même les biens, je vais pas trahir mon proche et je perdrai comme une grosse merde, voilà. Parce que j'ai pas envie de me mettre à dos cette personne. Et peut-être qu'elle sera gentille, qu'elle m'offrira des glaces à la mangue. Ensuite, si tu avais un pouvoir, lequel choisirais-tu? Ça peut être ce que tu veux. Alors moi, j'aimerais être Sabrina l'apprentie sorcière, c'est-à-dire me déplacer de droite à gauche comme je veux, genre faire ça et être à Istanbul, faire ça, être à New York. Voilà, ce serait clairement téléportation où je veux dans la planète. Ça peut être pas mal. Ensuite, tu le sais car tu es doté d'une intelligence exceptionnelle, ça fait plaisir. L'humain a 5 sens principaux. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût et le toucher. Fais un classement de ce qui est selon toi le moins pire à perdre, au sens du pire à perdre, avec explication et argumentation, si possible. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Et vous êtes des malades dans vos questions. Alors je dirais 1, le moins pire, l'odorat. Parce que même si c'est bien les odeurs et tout, on a quand même le toucher, on a le goût. 1, 2, je dirais l'ouïe, mais ça me fait chier parce que j'adore la musique et tout ça. Mais bon. En 3, je dirais le goût. Putain, ça c'est hardcore aussi. En 4, le toucher parce que c'est trop important. Enfin, moi j'adore le toucher. J'ai hyper tactile comme gars et tout. Et en dernier, la vue parce que j'adore... je pourrais pas ne plus voir les couleurs, etc. Voilà, c'est assez dur, hein. Ensuite, question suivante, pourquoi ne désires-tu pas avoir d'enfants? Alors, c'est pas que je veux pas d'enfants. Déjà, c'est compliqué dans ma vie d'en avoir, tout simplement. Déjà, je peux pas en avoir comme ça. Et tout simplement, j'ai fait le deuil assez rapidement. Moi, ça ne me dérange pas de pas avoir d'enfants. C'est pas forcément un truc qui était en moi. Si j'avais pu en avoir un, j'en aurais eu un, mais ce n'est pas possible. Donc, écoutez, ce n'est pas grave. J'ai fait le deuil. La vie, on sait pas de quoi elle est faite. Ça se trouve, j'en aurais un en jour. Peut-être, qui sait. Mais en tout cas, c'est pas dans les plans pour l'instant. J'en ai pas forcément le manque. Et puis voilà, c'est pas très grave. Avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Ceux qui en ont, c'est la raison de leur vie. Je les comprends. J'ai des copines qui ont des enfants, donc je peux comprendre. Mais non, moi ça va. Si j'avais pu en avoir, j'en aurais eu et ça aurait été sûrement la raison de ma vie. Ce n'est pas ça. Je trouve mon bonheur ailleurs et peut-être qu'un jour j'en aurai. Je ne sais pas. Ensuite, on a en écoutant, j'ai l'impression que tu n'es ami qu'avec des filles. Car tu dis quasiment toujours ami avec un E ou copine. Où sont les garçons dans tout ça?
Alors, j'ai quelques potes garçons, j'en ai quelques-uns, mais ils sont rares, surtout la comédie musicale, en fait. Et en copine, ouais, j'ai surtout les filles, je m'entends très très bien avec les filles, vraiment, elles me font rire. Après, je m'entends bien avec les mecs aussi, attention, hein. Mais c'est vrai que, la vie a fait que je me suis plus entendu avec les filles et que j'ai croisé dans ma vie. J'avais un meilleur ami pendant très longtemps, mais on ne se parle plus. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est la vie qui a été comme ça. C'est juste que je me suis entendu avec elle, mais je m'entends bien avec les garçons. J'ai quelques garçons en comédie musicale avec qui je m'entends bien. Ensuite, quel est ton plat préféré? Les sushis, j'adore les sushis, trop la base. Surtout la petite botte de riz avec le petit saumon dessus. On n'hésite pas à m'en envoyer pour mon anniversaire. Ensuite, on a actuellement quelle est ta plus grande fierté et quel est ton plus grand regret dans la vie. Ma plus grande fierté, c'est mon parcours de vie parce que pour raconter ma vie, j'étais pas très bon à l'école quand j'étais gamin. J'ai redoublé 2 fois, j'ai fait une seconde générale pour rien, je suis allé en CAP projectionniste. Après, j'ai pas du tout travaillé dans la projection, j'étais dans une boulangerie, voilà. Et ensuite, j'ai repris mes études parce que j'avais l'impression de rater ma vie, j'ai repassé mon bac, j'ai fait le cours Florent, j'ai fait une école de cinéma, j'ai monté les marches à Cannes, j'ai travaillé pour la télévision française avec Nagui, j'ai été major de ma promotion à l'école de cinéma. Et aujourd'hui, je suis rentré à Bordeaux et je suis dans la fonction publique. J'ai eu mon concours catégorie B l'année dernière. Donc voilà, je m'en sors pas si mal que ça, je trouve. Donc mon parcours de vie. Et mon plus grand regret, je pense que c'était de ne pas avoir quitté le cours Florent plus tôt. Non, il y a... Mon plus grand regret dans la vie, j'ai toujours saisi les bonnes occasions quand il fallait. C'est peut-être des fois m'avoir sous-estimé. Et la période du cours Florent, je me suis beaucoup sous-estimé. J'étais pas en dépression, mais pas loin. Et j'avais l'impression d'être un peu une merde. Et des fois, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Ils prennent tous les points positifs qu'on a dans notre personnalité, dans notre vie. Et on avance plus rapidement. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être une merde, je suis jugé tout le temps, etc. Et j'aurais dû leur dire d'aller se faire foutre bien plus vite. Et ça aurait été très bien. Voilà. Ensuite, as-tu des complexes? Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Alors moi, mon seul complexe, on en a tous, hein, même Brad Pitt et Angelina Jolie en ont. Mon plus gros complexe, je pense que c'est le seul, parce que le reste, ça va. Même si je suis tout petit, ça me dérange pas d'être tout petit. C'est que je prends du poids très facilement. Si je fais pas attention, je peux être vraiment très rondelé. Je le suis un peu crassouille. Et si j'avais une baguette magique, ce serait de pouvoir manger ce que je veux sans grossir. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Je vais à la salle régulièrement et j'essaie de faire attention à ce que je mange. Et je vais même à la piscine avec une copine, et pas un copain. Mais c'est pas pour maigrir, c'est vraiment pour me stabiliser parce que je sais que je peux prendre du poids facilement. Ensuite, penses-tu que nous sommes les seuls dans l'univers? Crois-tu à la présence de la vie extraterrestre? Alors oui, clairement, je crois que nous ne sommes pas seuls dans l'univers intersidéral. Déjà parce que j'étais fan d'X-Files quand j'étais gamin, donc je pense que ça n'a pas aidé. J'adorais E.T. aussi, parce que je pense que c'est pas possible qu'on soit les seuls, tout simplement. Après, j'en sais rien, j'ai aucune preuve, mais ce serait bizarre qu'on soit les seuls. Ensuite, on a, es-tu croyant? Crois-tu en l'existence de Dieu? Penses-tu que notre âme rejoint le paradis ou l'enfer à notre mort? Crois-tu en la réincarnation, en la vie après la mort? Crois-tu aux esprits, aux fantômes, aux vampires, aux anges, aux démons, aux Bigfoot et à d'autres créatures légendaires? Je suis pas très croyant. Moi, je suis athée. De toute façon, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Penses-tu que notre âme a rejoint... Je sais pas. La vie après la mort, j'en sais rien. Je pense qu'il y a quelque chose après, mais je ne sais pas quoi. Je trouvais ça tellement triste qu'il n'y ait rien après. Même pas une réincarnation. Je trouve ça tellement triste. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose. Les esprits, peut-être. Les fantômes, je ne sais pas. Tout ce qui est vampire, ange, démon, franchement, non, pas spécialement. Je crois surtout à l'existence des extraterrestres et puis à une vie après la mort, mais je ne sais pas laquelle. On le saura bien un jour. Ah, malheureusement. Mais ce serait trop triste qu'il n'y ait rien. Vraiment, ça serait triste. Donc, on croise les doigts. Ensuite, au XXIe siècle, il existe malheureusement encore énormément de problèmes d'injustice et de comportements humains désastreux sur cette planète. Si tu avais le pouvoir d'éradiquer définitivement 5 choses toxiques que notre société actuelle, que choisirais-tu d'éliminer pour prendre notre monde meilleur? Mais déjà, moins de racisme, moins d'homophobie, d'antisémitisme, arrêter de juger les autres, la grossophobie, c'est pas bien non plus. Il n'y a pas 5 choses toxiques, il y a vraiment une attitude à avoir, accepter les autres. Tu peux être trans, tu peux être maghrébin, tu peux être bien en forme, tu peux être tout petit, tu peux être très grand, tu peux être nain, tu peux être... on s'en fout. Il faudrait que les gens ils arrêtent de juger tout le temps. Il faudrait qu'ils arrêtent aussi de s'arrêter à l'image que la personne donne. Ça fait un peu bateau ce que je dis, mais vraiment acceptez les autres et acceptez-vous comme vous êtes, c'est un truc de malade. Moi, c'est juste ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, Koh-Lanta, ça m'agace un peu avec ce putain de réseau social Twitter. Moi, je n'ai pas Twitter, hein, clairement. Je n'ai pas de compte Twitter et je pense que j'en aurai peut-être jamais. Ou alors, si j'en ai un, ce sera un mode bienveillant de ouf. Mais je trouve ça tellement pitoyable, en fait. Acceptez les autres comme ils sont, à part les gros racistes. Et les gros homophobes, et les grossophobes et tout ça, ça dégage. Mais franchement, arrêtez de juger. Et on s'en sortirait beaucoup mieux. Et comme diraient les Miss américaines, un monde en paix. Ensuite, tu participes à l'épreuve de la dégustation. Que redoutes-tu le plus de devoir avaler? Que serais-tu incapable d'avaler? Que refuserais-tu d'avaler même si ton équipe perdait à cause de toi? Ce qui me fait le plus peur, c'est la chair de coquillage. Clairement, ça me dégoûte. Je revois Cindy en drap. Ça me dégoûte, c'est clairement un enfer. Par contre, je pense que je ne refuserai pas d'avaler. J'irai jusqu'au bout. Peut-être que je vomirai par terre et que l'équipe me tabasserait parce qu'on perd à cause de moi. Mais j'irai jusqu'au bout. Par contre, ouais, la chair de coquillage,
Et le loup vert aussi que Karima avait mangé. Quel enfer! Bon, après, moi, je suis très difficile niveau bouffe. Déjà, pour faire manger une plâtrée d'épinards de la cantine, faut vraiment me payer. Donc là, j'irai au fond, mais ça serait dur. Ensuite, tu es sélectionné pour participer à Koh Lanta, mais trop la base. Il s'agit de l'adaptation française de Wood vs. Water. Tu dois amener un point dans le jeu. Qui décides-tu d'amener avec toi dans cette fabuleuse mais difficile aventure? Alors, je prendrai ma copine Charlotte, parce qu'elle est très très bonne en stratégie. Vous avez déjà dit, on avait fait des Koh Lanta entre nous avec mes potes. Et clairement, elle est très très bonne en stratégie. Donc, elle serait très très forte. Physiquement, elle tient la route. Et elle serait prête à faire des moves. Et en plus, j'aurais une confiance aveugle en elle. Donc, ouais, je choisirais ma copine Charlotte. Si tu regardes, je te fais des bisous. Ensuite, on arrive bientôt à la fin de la catégorie. Tu participes à Koh Lanta. Ton équipe a perdu l'épreuve de confort et la première épreuve d'immunité. Vous devez vous rendre au conseil. Tu es le vote décisif entre 3 personnes. Et tu dois choisir entre 3 personnes. La première personne est une catastrophe sur les épreuves. Vous perdez toujours à cause d'elle. Elle ne sait ni nager, ni courir, ni sauter, ni grimper. Pas ouf. La deuxième personne a ruiné l'ambiance sur le camp à cause de son comportement insupportable et ses clashs incessants. Aucune cohésion d'équipe n'est possible avec elle. Ouais, ça va me plaisir. Et la troisième personne est le capitaine de l'équipe. Elle est impopulaire car elle ne fait rien sur le camp, enfle très fort la nuit, il ne pense qu'à manger, pleure chaque jour, songe à abandonner et crée des stratégies qui divisent la tribu. S'il survient à ce conseil, il fera de tout à sa prochaine cible à éliminer. Pas très gentil. Qui élimines-tu? Ce sera la troisième personne, étant donné qu'il sert à rien et que tout le monde le déteste et qu'en plus il veut me virer. Mais ça dégage. Donc oui, la troisième personne. Et puis on fera avec les 2 autres, hein. Peut-être que je ferai pas mieux que tu me diras. Mais oui, la troisième personne va me viser, donc ça dégage. Ensuite, dernière question de la catégorie. Tu es membre du jury final et tu dois départager les 2 finalistes. Le premier finaliste, qui est toujours dernier sur les épreuves, n'a rien fait sur le camp, n'a rien fait stratégiquement et tu ne lui as jamais parlé vu que vous étiez dans 2 équipes différentes, fortement critiqué, il répond avec humilité qu'il ne mérite pas de gagner Koh Lanta. Ok. Le deuxième finaliste était dans ton équipe, il a gagné beaucoup d'épreuves, il était très actif sur le camp, mais il a trahi toute son équipe pour arriver en finale. Il a largement dominé la saison, cependant, il critique, voire insulte tous les candidats du jury. Tu es littéralement choqué par la méchanceté de ses propos. Eh ben écoute, je vais faire une Karima et je vais mettre mon ego de côté. Je pense que je me prépare pour le deuxième finaliste, parce que s'il a dominé sa saison, il a dominé sa saison. Après, s'il est un peu con, tant pis pour lui. Mais l'autre, clairement, il ne veut pas gagner. Ben, pour moi, c'est pas méritant. L'autre, au moins, il a la rage, il nous manque de respect, mais c'est un survivant. Voilà, c'est difficile comme choix, mais je choisirai ce deuxième finaliste, même si ça me fout les boules. Ensuite, on a des énigmes, donc à vos cervelles, à vos commentaires, j'espère que vous allez répondre, parce que moi, j'ai pas répondu à tout. J'ai cherché, mais pas non plus pendant 36 ans, parce que c'était très compliqué. Donc, on commence par la première énigme. Je suis jaune dans mes 2 éditions. J'ai voté pour le gagnant dans mon All-Star et pour la gagnante dans ma saison d'origine. J'ai participé dans les 12 premières saisons et j'avais 37 ans dans ma première édition. Qui suis-je? Alors, j'ai fait mes petites recherches et j'ai 2 noms, sauf que les 2 n'ont pas 37 ans parce que je n'ai pas trouvé de personne à 37 ans jaune qui avait fait un All-Star. Pour moi, c'est Philomène. Pourquoi j'ai mis que c'était Philomène? Parce que la personne qui m'a envoyé les énigmes a mis un E à participer et voter, ce qui veut dire que c'est une femme. Donc j'ai mis Philomène qui avait 35 ans, je crois, à sa participation, qui a voté pour le gagnant de son All-Star, c'était Romuald, et la gagnante de sa saison, c'était Jade. Donc j'ai mis Philomène. Et entre parenthèses, j'ai rajouté Jean-Bernard, qui a à peu près 37 ans aussi, et qui, pareil, a voté pour Christelle dans sa première saison, et a voté pour Romuald, qui a gagné le All-Star. Énigme numéro 2. Femme rouge, j'ai atteint la réunification, et pourtant, ça n'avait pas forcément bien commencé. Qui suis-je? Alors ça pouvait être n'importe qui. J'ai mis Virginie de Raja en pâte, parce que clairement, elle a été visée dans les 2 premiers conseils, et après, elle s'est baladée tranquillement jusqu'à la fin, elle aurait pu même finir dans le carré. Ensuite, énigme 3 sur Survivor. Premier membre du jury final, j'ai été éliminé à 4 votes contre moi quand on était 9 et j'ai participé entre les saisons 17 et 35. Je vous avoue que j'ai pas cherché du tout. Je vous laisse deviner, j'avoue que je n'ai pas trouvé. Voilà, je vous laisse réfléchir. J'ai pas trouvé du tout. Je n'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je vous laisse répondre à cette énigme. Ensuite, énigme 4. Oublié par les fans, personne ne mentionne mon nom à part Clem Coco. J'étais pourtant à Cibourg-Rouge, mais en même temps, ma saison devient vieille. J'ai mis Jimmy, par hasard. Moi, c'est un candidat que j'aime beaucoup, donc je pense que je suis le seul à en parler, donc Jimmy, de la saison 2. Ensuite, énigme 5. J'ai passé 25 jours sur une île déserte et j'ai été éliminé. Ma saison est assez récente, mais moi, je suis assez oubliable. Pourtant, contrairement à plusieurs candidats, certains qui sont allés dans un All-Star, qui rime avec allemande. Pour moi, c'est le All-Star, la légende. J'ai donc dit Sophie de la guerre des chefs, parce qu'on a un indice qui dit Menottes. Menottes, elle a été éliminée avec Brice, qui était lié par les destins liés. Donc Sophie, elle est partie au 25e jour et Cindy et Maxime ont fait le All-Star, la légende, donc je pense que c'est elle. Ensuite, énigme 6, participation à 2 saisons.
j'ai fait mieux dans mon All-Star et dans le dernier, je me suis lié d'amitié avec une personne détestée par les fans et les gens. Donc moi, j'ai proposé Yacine, étant donné que dans ce All-Star, il a fait mieux que dans Cambodge et il s'est lié d'amitié avec Dylan. Donc clairement, tout le monde le hate. Ensuite, énigme 7, je suis le premier membre du jury final et en même temps logique, les jeunes étaient clairement en infériorité numérique. Mon nom est quasiment tout le temps mentionné, mais pour parler de quelqu'un d'autre. C'est triste, j'ai le même nom que quelqu'un d'autre, même lettre, tout. Indice jaune, j'ai pas trouvé. J'ai cherché un petit peu par rapport à l'énigme de Survivor où je trouvais ça beaucoup trop long pour chercher et je n'avais pas la mémoire. Là, j'ai pas trouvé, j'ai mis 3 points d'interrogation. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à participer. Ensuite, énigme 8. J'ai reçu 4 votes contre moi quand j'ai été éliminé. Pas trop humiliant pour l'interrogation. J'ai fait un retour moins bien que ma première édition. Moins de 30 ans dans ma première édition, ça va en vrai. Indice 2A dans son prénom. Mais moi, j'ai pensé à Cassandre. Je ne sais pas si vous pensez aussi à ça, j'ai pensé à Cassandre. Ensuite, moins de 30 ans, je travaille de base dans le sport et personne ne mentionne mon nom. On peut dire que je suis un peu oublié et en plus, j'ai été éliminé avant la réunification. Et mon nom est le même que plusieurs candidats plus marquants que moi aux yeux des gens. Enfin non, ce n'est pas le même nom que ces gens plus marquants car moi, j'ai enlevé quelques lettres derrière. Mais alors là... J'en sais rien du tout. On peut dire que je suis un peu oublié, j'ai été éliminé avant la réunification. Je sais pas du tout, je sais pas si vous avez des idées, je vous laisse participer. Ensuite, j'ai été éliminé le 35e jour, mais en vrai, j'ai fait 31 jours dans l'aventure. Dans le conseil où je pars, il y a un collier qui a été joué. Ça, j'ai trouvé assez rapidement. J'ai trouvé Claire de Cambodge, parce qu'elle est arrivée après le premier conseil, donc 3 jours après, et elle a été éliminée sur le collier de Mathilde. Donc pour moi, c'est clair. Ensuite, le plus âgé de ma saison est fier de l'être. Je suis dans le top 50 des candidats les moins appréciés de Clem Coco. Donc clairement, je pense que c'est Yves, fier de l'être et tout ça. Et en plus, il est dans mon top 50, je pense que c'est Yves de Cambodge. Ensuite, Clem a dit que j'étais dans le top 50 des candidats les moins appréciés de Clem Coco. Et mon nom peut être au masculin si l'on change une seule lettre. Et j'ai été jaune, mais pas pendant toute la pré-réunification. Qui suis-je? Et moi, j'avais pensé à Alexandra de l'île des Héros, sauf qu'elle est restée jeune tout le temps. Est-ce que ça aurait pu être Alexandre en masculin? Voilà, c'est ma seule proposition. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé plus. Et dernière énigme, j'ai été à côté d'Amel, de Bertrand, de Clémence et de Pascal. Qui suis-je? Maud, mais franchement, j'en sais rien du tout. J'avoue que j'ai pas trouvé. J'espère que vous serez meilleur que moi. Et on arrive à la toute dernière question. C'est quelqu'un qui m'a demandé de mettre cette question en dernier. Et il me dit... Pour la toute dernière question de la foire aux questions. Et si c'était toi qui nous posais une question, soit originale, soit créatif, on t'écoute. Alors moi, j'aimerais savoir, vous allez me dire dans les commentaires, j'espère, comment vous avez connu ma chaîne, comment vous êtes tombé sur Clem Coco, qu'est-ce que vous aimez dans la chaîne, quelles sont vos vidéos préférées. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais quels sont vos coups de cœur sur la chaîne, quel est le conseil que vous aimez le plus, les tops, les tier lists, les reviews, les interviews, quelle est votre interview préférée aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dans la chaîne, ce que vous aimez le moins aussi, à me faire des petites remarques en étant agréable s'il vous plaît. J'attends que vous me racontiez un peu votre relation avec la chaîne, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, comment vous avez connu la chaîne et quelles sont vos vidéos préférées et vos concepts préférés. Voilà, j'attends vos réponses. Et voilà, la foire aux questions, volume 2 pour les 2 ans de la chaîne est terminée. C'était long, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était avec grand plaisir que je répondais à vos questions, vos énigmes, vos dilemmes et aussi vos petites piques. Mais bon, ça fait pas de mal un petit peu de se faire rappeler à l'ordre. C'est assez rigolo. En tout cas, merci. J'espère avoir répondu à toutes les questions que j'ai reçues. J'espère ne pas en avoir oublié. En tout cas, merci à vous. Merci vraiment 1000 fois à vous. Sans vous, je ne suis rien. Donc vraiment, merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les onglets communauté, il y a des posts, il y a des enquêtes et tout ça. On n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.